France Maghreb 2. Le grand forum qui reprend du service, soyez-en les bienvenus en ce lundi 26 août en espérant que vous ayez passé de bonnes vacances. Justement de vacances, on va en parler, vous allez pouvoir nous raconter vos petites expériences, bonnes ou mauvaises durant ces vacances, peut-être ceux ou celles qui ont été bloqués. On le sait, il y a eu quelques problèmes au retour du Maroc par exemple. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller en Algérie après cette révolution qui s'est déclenchée au mois de février. Qu'en avez-vous pensé? La Tunisie où la tension règne également avec notamment la mise en détention d'un candidat à l'élection présidentielle qui approche à grands pas. De tout cela on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, mais pour l'heure et pour commencer au menu à la une aujourd'hui, retour de l'affaire Ramadan avec Tariq Ramadan déjà mis en examen pour 2 viols et visé pour une nouvelle plainte en France pour un viol en réunion qui se serait produit en 2014. Accordez-vous du crédit à cette nouvelle plainte? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Christophe Le Grand Forum, sur Facebook, sur Le Grand Forum FM2, sur Twitter. N'hésitez pas à nous donner votre avis qui nous intéresse et vous pourrez bien entendu nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Gamal Abina, reconduit pour cette nouvelle saison, ainsi que Philippe Boriachi, l'écolo. Il lancera question également d'écologie dans le zapping tout à l'heure, sans oublier les traditionnels infos zappés. Et en fin d'émission, ça y est, on remet la coupe en jeu. C'est reparti pour cette nouvelle saison. Qui reviendra avec la coupe à la maison? Eh bien, réponse en fin d'émission tout à l'heure. Le Grand Forum, le coup de cœur. Le Grand Forum, on est là, messieurs, dames, ravis de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est en pleine forme et ça sent la peinture ici, hein, pour vous dire que c'est du propre. Salut mon Philippe. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Les micros ne marchent pas. Bon, ça commence bien. Alors attends. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est bon là ou pas? Bon, Gamal. Moi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Voilà. Ouais, écoutez, on est un peu dans le, voilà, c'est de bazar un petit peu, hein. Qu'est-ce qui se passe pour Philippe? Je sais pas. Bah voilà, je t'entends. Bah oui, mais parce que j'ai celui de Gamal là maintenant. Ah bah oui, non mais il y a combien de micros là-dedans? Il y en a 3. Il y en a 3 normalement. Il y en a qu'un qui marche. Ça commence bien les gars, vous avez fait de super travaux. Oui, moi je t'entends. Bah c'est bon, il y en a Impeccable. Bon, alors, il y en a un qui marche pas. Bon bah on va régler ça tout à l'heure. Tant pis pour lui. C'est bien. Ça commence bien. Bon, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez passé de bonnes vacances les gars? Ah bah oui. Ouais, je suis pas parti donc c'était excellent. Ouais, Gamal. Vacances à l'église Héros, j'ai adoré. Ah, super. Bon, moi j'étais en Espagne les gars, je me suis régalé. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur Christophe Le Grand Forum parce qu'on a fait une petite vidéo de rentrée avec l'équipe qui vous balance des petits messages de l'endroit où ils sont. Et notre ami Tem Samani, il était en Grèce, c'était super sympa. Vous avez vu le paysage magnifique. Ouais, c'était. Moi, j'étais en Espagne sur un pédalo. Hein, et j'ai fait un petit plongeon rien que pour mes auditeurs. C'était magnifique. Fallait voir la à vidéo. 28 degrés, magnifique. Allez la voir, hein, Christophe Le Grand Forum. Bon, allez, on reprend les bonnes habitudes. C'est parti pour la rentrée. Le quiz. La coupe, elle est où? Faut aller la chercher, la coupe. Hein. Ah ouais. Tout à l'heure, La on parle coupe, d'émission. Gamal. À qui je vais la remettre aujourd'hui? C'est à moi. À Gamal Abina ou Philippe Boyaki qui a dans cette vidéo d'ailleurs Votez. qui a promis de gagner la coupe cette année. Rappelons que le détenteur de tous les temps depuis l'apparition du quiz, c'est Abdeslam Itache. Ça c'est clair. C'est ça. Il va falloir le battre le gars, attention, il y a du fil à retordre. On va tout faire pour. Il sera là mercredi. Bon, soyez les bienvenus les gars, et on reparle d'une nouvelle affaire pour cette rentrée, c'est l'affaire Ramadan qui s'invite une nouvelle fois à la une de ce grand forum. Celle qu'on appelle Christelle, la deuxième à avoir déposé plainte contre Tariq Ramadan pour des faits qui se seraient produits en octobre 2009 à Lyon. Plusieurs mois après le dépôt de sa plainte, elle avait retrouvé un vieux téléphone portable dont on avait exhumé des SMS échangés avec Tariq Ramadan. Il n'était pas horodaté et elle avait reconstitué un enchaînement de messages de mémoire et ce n'est pas le bon. Une contre-expertise demandée par la défense les a remis dans l'ordre et Christelle a bien écrit à Tariq Ramadan juste après leur rencontre alors qu'il s'excuse pour sa violence, un terme qu'il met lui-même entre guillemets. Elle répond, je cite, « Si je passais un mauvais moment, je serais partie. Ta peau me manque ». Jusque-là, elle soutenait avoir envoyé ce message 1 mois avant le viol qu'elle dénonce. C'est donc en fait le lendemain. Pour l'avocat de Tariq Ramadan, il s'agit d'un mensonge gravissime, d'une manipulation inacceptable de la justice. Toute l'accusation s'effondre, dit-il, en demandant au juge d'en tirer les conséquences. Merci Salomé. Voilà ce que répond maître Éric Morin, l'avocat justement de cette plaignante Christelle. L'expertise informatique, elle n'est pas contestable. Et je rappelle d'ailleurs que c'est elle qui a apporté son téléphone sur 2 ou 3 SMS qu'elle a cherché à reconstituer à la seule faveur de sa mémoire. Elle s'est trompée et elle le regrette parce que elle n'a jamais voulu mentir à ses juges. À ce moment-là, elle est encore dans la terreur et sous l'emprise.
Ça, c'est l'affaire Christelle, dont on a beaucoup parlé. Il y avait une autre affaire aussi avec Andayari. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une troisième plainte pour viol en réunion cette fois-ci. Alors, c'est des faits qui se seraient déroulés à Lyon en 2014. Et c'est une journaliste, effectivement, qui accuse Tariq Ramadan de viol. Donc, une nouvelle affaire qui sort aujourd'hui. Il y en avait déjà deux en question. La question toute simple que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment au bon fondement de cette plainte, parce que là on a illustré l'affaire Christelle, qui est plein d'incohérences et plein de mensonges visiblement dans ce qui apparaît dans les déclarations. Donc est-ce que vous accordez un crédit à cette nouvelle plainte, monsieur Gamal Abina, vous qui avez suivi cette affaire Ramadan? J'ai plus que suivi cette affaire Ramadan puisque je suis dans le dossier. Oui. J'ai été entendu en tant que témoin à décharge. Alors, il y a plusieurs choses déjà. Pour commencer, il y a deux informations qui sont tombées hier. La première, effectivement, l'histoire de la nouvelle plaignante qui parle de viol en réunion avec un des collaborateurs de Tariq Ramadan. Donc là, on aggrave le dossier. On parle de violence et de viol en réunion qui se serait produit à Lyon, dans un hôtel à nouveau, ou à Paris, je me rappelle plus. À Lyon, c'est ça, voilà. Et je crois que c'est le Plaza ou je sais pas quel nom, bref. Et ça veut dire qu'il y a une succession de plaintes qui ont été conduites, les unes derrière les autres. Alors moi, je suis pas l'avocat de la défense, évidemment. En revanche, je m'en tiens à des faits, aux faits pour lesquels j'ai déjà témoigné, pour lesquels j'ai écrit un texte assez long qui explique la réalité de la première plaignante, à savoir Enda Ayari, que j'ai traité de menteuse, et je répéterai toujours que c'est une menteuse, car c'est une menteuse. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, il y a beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup de rapports politiques et de rapports de force. Il y a même de l'extrême droite dedans, pour tout vous dire, et ça, ce sera évidemment entendu en justice. On s'attendait à ce que le procès ait lieu au mois de décembre, mais avec cette nouvelle plainte, il est probable qu'il y ait une instruction qui soit reconduite. Et il y a une affaire aussi en Suisse, une plainte suisse qui Absolument. va être aussi recadrée, qui va être discutée, là prochainement. Qui va être instruite, oui, ils doivent auditionner Ramadan chez lui à Saint-Denis. Et le souci principal dans cette histoire, c'est qu'il y a une multiplication de plaintes, et le problème, c'est que la partie des plaignantes, semble-t-il, les trois plaignantes françaises, je veux dire, qui se sont manifestées sur ce dossier, la première est disqualifiée, Enda Ayari est largement disqualifiée parce que toutes ses positions sont contradictoires, parce que manifestement toutes ses relations, elle est passée, ce que j'expliquais à la police, de 4 positions coup sur coup. Un coup elle était salafiste selon ses dires, ensuite elle est devenue d'extrême droite, je tiens à le préciser, elle a côtoyé les milieux d'extrême droite, ensuite elle est devenue pro-Ramadan frériste, donc l'opposé des salafistes, et maintenant c'est la porteuse soi-disant des valeurs de la République et de la laïcité, c'est une farouche défendresse de la France et de ses valeurs. Donc en 4 ans, 4 positions différentes. Et autant dire que son témoignage lui aussi est émaillé de beaucoup de choses un peu louches. Et puis au-delà de ça, ce que j'ai expliqué dans un texte que j'avais publié à l'époque pour lequel elle n'a pas pu me poursuivre, évidemment elle essaie de me poursuivre en justice, mais sur le texte j'expliquais que c'est une manipulatrice, qu'elle est une affabulatrice, qu'elle ment beaucoup, et surtout qu'elle m'a raconté à l'époque une chose très grave. Elle a dit qu'elle connaissait Alain Soral et que Soral lui avait dit à l'époque, donc elle m'a raconté ça il y a 4 ans, lui avait dit qu'il faudrait piéger Tariq Ramadan dans un hôtel, dans le but de le filmer dans ses ébats et de pouvoir le faire chanter. C'est ça qui avait été dit à l'époque. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire qu'elle l'a fait avec Soral, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque elle se vantait de ne pas l'avoir fait. Ça veut dire qu'il y a un projet, il y avait un projet. Il y avait un projet qui était dessiné, c'est pas étonnant. Soral déteste Ramadan pour des raisons politiques, puisqu'à l'époque, quand il a fait le Bourget, il est venu se mettre en scène avec Alain Soral. Enfin, c'est Soral qui est venu se mettre en scène avec Tariq Ramadan et Dieudonné. Et le lendemain, Ramadan a écrit un texte pour dire qu'il ne s'associe pas à l'extrême droite. Donc tout ça, c'est cohérent. Mais le problème d'Enda Ayari, c'est que c'est une femme qui, depuis des années, cherche à exister. J'ai toujours dit qu'elle cherche à exister. Et le pire encore, c'est que c'est pas la première fois qu'elle a ce genre de comportement par rapport aux hommes. Et il se trouve que à ce moment-là, quand cette affaire sort le 20 octobre 2017, immédiatement je suis informé, parce que j'avais bloqué 6 mois auparavant, je l'ai bloqué sur Facebook, et immédiatement j'entends ça, j'en reviens pas d'entendre ça, parce qu'elle a le culot quand même de raconter ça, et à ce moment-là je prends position en disant c'est une menteuse. Je maintiens et je le dis. J'ai fait mon témoignage à la police. Entre-temps, l'année dernière, elle a porté plainte contre moi, non pas pour diffamation publique, parce qu'elle peut pas dire que c'est de la diffamation, c'est faux. Elle a porté plainte parce qu'elle considère que je l'ai harcelée. Plainte qui a été ridiculisée en justice, le parquet n'a pas suivi parce que j'ai apporté 60 pages de harcèlement caractérisé la concernant sur d'autres personnes. Ça a donc annulé sa plainte, ce qui veut dire que je serai effectivement probablement entendu en justice à décharge. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas le copain de Tariq Ramadan, que je ne suis pas dans son courant politique de pensée, ou même dans l'idéologie de sa famille d'origine, pas du tout. En revanche, j'ai à cœur tout de même, lorsque quelqu'un raconte des histoires ou des mensonges, ou cherche à exister à tout prix, comme c'est le cas de Enda Ayari, qui a des propos extrêmement tendancieux, à la limite du racisme. Ces derniers temps, elle parle beaucoup de l'invasion des immigrés, enfin des migrants qu'elle considère
comme étant un problème pour la France. Tout ça, ça renvoie à quelques images que j'aime pas entendre d'extrême droite, clairement, donc une éducation qui était faite là-dedans. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on multiplie ce genre d'attaques le concernant, même si c'est peut-être pas un ange, je rentre pas là-dedans, mais qui arrive à point nommé au moment où précisément aujourd'hui on apprend en plus que la seconde plaignante, semble-t-il, a menti aussi et a apporté des éléments soi-disant Selon le accablants. confrère d'Europe 1. Hein. Oui, mais pas seulement, c'était relié un peu partout. Oui. Elle a apporté des éléments au départ très à charge contre Ramadan, expliquant qu'elle était violentée, ce qu'on peut croire, hein, c'est pas la question. Et puis après, on se rend compte que finalement, la violence, ça se transforme en jamais se revoir. Est-ce qu'il y a un acharnement justement envers Tariq Ramadan, effectivement, qui était en haut de l'affiche? On se rappelle aussi cette envie d'obtenir la nationalité française. Absolument. On se rappelle Tariq Ramadan qui était implacable dans les débats, où il les a affrontés tous, hein, de Finkielkraut en passant par les meilleurs. Il les a affrontés et ce fut d'ailleurs des combats assez houleux. C'était en couleur. Et c'était vraiment un bon débatteur, Tariq Justement, Ramadan. c'est ça qui est intéressant, c'est que Tariq Ramadan paye son arrogance. Quelle est son arrogance? Je parle au niveau des médias. C'est d'avoir été un arabe qui avait la tête haute et qui baissait pas la tête devant ses maîtres blancs. J'utilise les termes à dessein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un homme politique se croit dominant absolu. Une merveille de la nature, un intellectuel de haute gamme, quelqu'un qui domine par ses idées, par sa posture, par son rang. Ramadan débarque en tant qu'universitaire et leur fait comprendre que non seulement ils ne sont pas dominants, mais qu'ils sont plutôt faibles sur le plan intellectuel. On se souvient de quelques débats, comme avec Monsieur Sarkozy, un des débats les plus basiques que j'ai entendus, mais surtout avec Copé, avec cette histoire de pain au chocolat. Enfin, ça s'est multiplié où il les a ridiculisés à chaque fois. Et c'est vrai que, indépendamment du fait que politiquement on peut ne pas être d'accord avec le personnage, par rapport aux questions islamiques, on dira, il y a au moins une chose qui ressortait, c'est se dire, tiens, pour une fois, il y a un arabe qui réussit à leur clouer le bec. Et ça a posé problème parce qu'effectivement, il avait une certaine classe, qui s'exprimait très bien, que c'était un intellectuel de haut vol, que c'est quelqu'un qui est très cultivé, indiscutablement. Et on lui reprochait quoi? Ce fameux double discours. Alors, on traduit. L'arabe a forcément un double discours, parce qu'il a une double pensée. Donc il y a un terme raciste dessous, et c'est là qu'on fait payer l'arrogance de ce petit bougnoul qui a osé relever la tête devant des Européens. Et moi je pense qu'effectivement il y a un sous-jacent raciste qui n'est pas absent dans cette histoire, en dehors du caractère politique, qu'effectivement lui-même peut-être qu'il avait perdu pied, qu'il a eu tendance à penser qu'il était peut-être intouchable, c'est peut-être encore une possibilité, mais une chose est certaine, et ça c'est indiscutable, c'est que le pugilat qu'il a subi pendant des mois, alors qu'il n'y avait pas eu de procès, on était dans une procédure d'enquête, où on considérait que les victimes étaient forcément des victimes et lui forcément un bourreau, on se rend compte qu'il est le seul à avoir bénéficié d'un traitement de faveur comme celui-ci. On voit que ça n'a pas été le cas avec le responsable de l'extrême droite, monsieur, j'ai plus son nom, c'est toujours pareil, je l'ai toujours celui-là. Il y a tout un tas de personnes qui ont été poursuivies, lui en particulier, bref, tout un tas de personnes à la suite de l'affaire Weinstein qui ont été poursuivies, mais il y a quand même eu quelques précautions de langage qui étaient utilisées par les journalistes, où ils utilisaient au minimum le conditionnel. Avec Ramadan, c'était plutôt à charge. C'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment, effectivement, que ça n'est pas anodin tout ça. Bon, France Maghreb 2, ça s'appelle, oui c'est la radio, France Maghreb 2, c'est le grand forum, tous les jours 16h, 18h, on est de retour messieurs, dames, après quelques jours de vacances. Alors, est-ce que vous accordez du crédit à cette nouvelle plainte qui, je rappelle pour les faits, se serait déroulée en 2014 dans un hôtel à Lyon et qui concerne une journaliste française et qui aujourd'hui effectivement dépose plainte contre Tariq Ramadan pour viol en réunion. En tout cas c'est comme ça que ça a été qualifié. Philippe Bouriaki, l'affaire Tariq Ramadan suivie un petit peu plus de loin que Gamal Abina qui est impliqué un peu plus que nous dans cette histoire, mais Philippe, de quel regard tu vois tout cela? Est-ce qu'il y a un acharnement? Est-ce qu'il y a quand même un homme qui a des comportements un peu particuliers envers les femmes, ça il faut pas le nier, et effectivement aujourd'hui on se retrouve avec des dépôts de plainte quoi. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui ont été défaites, ça lui a quand même valu 9 mois de détention en prison, Tariq Ramadan, alors qu'il avait remis, rappelons-le, son passeport et qu'il avait répondu à l'invitation en justice. Non mais il était lui-même venu à la convocation. Obligé, ça c'est quand même, quand on est une avocate me disait, une amie avocate me disait, quand on se rend de soi-même, de son propre gré à une convocation de justice, ça pèse dans la balance. Donc voilà, et pourtant on l'a mis en détention. Il y a effectivement au-delà des faits qui lui sont reprochés, une volonté politique derrière de le faire taire. Ah, c'est un petit peu délicat d'utiliser ce terme-là, mais ça, on va laisser, pour ma part, libre à chacun de pouvoir faire son opinion. Je voudrais revenir sur quelques éléments, et je remercie Gamal de nous avoir donné certaines précisions. Et c'est pas parce que c'est un collègue du LGF et un ami que je côtoie et que je sais la sincérité de ses propos. Je sais qu'il n'a pas, en tout cas, de rapport direct avec Tariq Ramadan. Je sais que c'est pas son ami, que c'est pas son courant philosophique. On a déjà discuté plein de fois. Je sais que la première réaction
avant d'aborder l'acharnement politique ou pas, serait de se dire en tant qu'homme, non mais quand même que les femmes se réveillent 5, 6, 10 ans après. Je voudrais juste dire une chose, c'est que lorsque vous êtes victime d'un viol, d'agression sexuelle, d'agression physique, il arrive très souvent, dans la majorité des cas, que votre instinct de survie, pour que vous puissiez tenir le coup, continuer à vivre, c'est lui qui prend le relais, hein, ça devient un reptilien. Et moi, c'est ce que, en tout cas, j'explique pour certaines personnes que j'ai en cours de self-défense close combat. Lorsqu'on est tétanisé et qu'on ne bouge pas, on dit pourquoi elle a pas crié. La peur fait que vous perdez tous vos moyens et que c'est votre côté reptilien qui prend le relais et ça diffuse des substances chimiques dans notre cerveau qui sont de la morphine, d'autres de l'endorphine et de l'endorphine et qui font que vous êtes complètement tétanisé. Après avoir vécu cette horrible expérience, pour quelles raisons les personnes ne vont pas immédiatement porter plainte? Parce que premièrement, ils ont un sentiment de honte, de culpabilité, oui, j'ai eu peut-être une relation avec un tel et puis ça c'est fini. Et puis après, quand une femme dit non, dit non. Et donc, un jour, pour une raison inexpliquée, et ça les plus grands psychologues et psychiatres vous le disent, vous l'avez inconsciemment enfoui dans votre cerveau pour pouvoir continuer à vivre, parce que vous avez une profession exposée, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, et il faut qu'on arrête avec ça. C'est la victime est une victime, le bourreau est un bourreau. La victime, il faut arrêter qu'elle se culpabilise, et il faut qu'on mette tout en œuvre, que la société, que la famille, que les amis, que l'entourage mettent tout en œuvre pour que les victimes puissent parler. Oui, mais la présomption d'innocence dans cette affaire, elle est un peu j'arrive quand même, pardon. Non, mais attendez. J'y arrive pas celui-là au départ. Non, parce que la première question qu'on pourrait se poser, et surtout lorsqu'on est un homme, c'est se dire, attends, mais la fille, elle se réveille 5 ans après? Ah, ça va, quoi. C'est la première position, enfin, et qui serait naturelle. Pourquoi? Parce qu'on peut pas le comprendre, parce qu'on n'est pas victime d'un viol, et donc, par conséquent, on ne peut pas être dans la personne. Puis, il s'avère que dans plusieurs histoires réelles, il y a eu des gens qui ont souffert de mythomanie. C'est une maladie. Il y a des gens qui ont besoin d'exister. Et donc, on peut se poser légitimement la question surtout lorsqu'on voit les versions de certaines personnes qui sont en train d'être démontées les unes après les autres. Bah, surtout pour Wanda Yari et Christelle. Et pour Christelle, moi je me fie aujourd'hui à ce que dit Europe 1, mais moi j'ai confiance en la justice pour qu'elle fasse la lumière sur tout ça. On peut se poser la question concernant donc du coup Tariq Ramadan sur un acharnement ou pas. Je n'en remets pas en cause les déclarations de cette journaliste qui dit qu'en 2014 il s'est passé ceci et cela. Je dis juste qu'effectivement Gérald Darmanin, ministre des comptes publics. Oui, évidemment. Pardon, excusez-moi, des comptes publics. Ou Besson, ou Collard. Besson à faire classer. Oui, évidemment. Darmanin à faire classer. Mais y compris Nicolas Hulot. Absolument, y compris Nicolas Hulot. Classé. Y compris Johnny Hallyday. Y compris plein de gens. Ou prenons Polanski. Polanski est le plus problématique. On se retrouve à effectivement la présomption d'innocence toujours mise en avant. Ouais. Et un étouffement ou en tout cas une rapidité dans les décisions qui disent non mais tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Effectivement, moi je suis pas du tout du courant de pensée de Tariq Ramadan. Je n'ai pas à juger de ses mœurs sexuelles. Certains considèrent que c'est pas normal d'avoir des rapports violents. D'autres considèrent que ça l'est. D'autres considèrent que c'est pas normal d'être nudiste. D'autres ça l'est. D'autres considèrent que c'est pas normal de porter un burkini. D'autres ça l'est. Donc moi je n'ai pas à juger sur ses mœurs sexuelles parce que je suis persuadé que si on prenait les uns et les autres, hommes et femmes, dans une pièce et qu'on est en catimini leur disant quelles sont les pratiques que vous avez, on pourrait être surpris de certains. Je te coupe, pardon Philippe, je vous coupe là parce que quand même, je rappelle quand même qu'il s'agit de Tariq Ramadan, celui qui a via des discours, des conférences, donné des leçons à tout le monde, d'accord, sur la religion, sur l'éthique, sur l'islam. Et on se rappelle, moi j'en ai vu, j'en ai aussi auquel j'ai assisté sur les relations intimes. Il en a fait des conférences, d'accord. Et quand on s'aperçoit finalement que le comportement d'un homme va à l'inverse de ce qu'il a toujours dit, répété devant des foules immenses, ça pose question quand même aussi sur, j'allais dire la fiabilité de l'homme, quoi. Je veux dire,
Demain, je peux vous dire, ne buvez pas de coca si moi-même j'en bois, je suis pas crédible, tu vois ce que je veux dire? Donc là aussi, ça pose question sur Non, mais l'éthique. ça répond pas à la question. Non, Ouais, La non, question attendez, qui est posée, attendez. c'est- L'éthique, les gars. Ce qui se passe la dans sa vraie sphère question, c'est privée. quel traitement. Non, mais, Christophe, ce qui se passe dans sa sphère privée, qu'il soit adultère ou pas, qu'il ait des mœurs sexuelles différentes de nous. Moi, je les ai pas entendues ces conférences. Mais il est vrai une chose, et je l'ai entendu à la télé française d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Hervalls dire je vais le briser, ce type-là, Oui, c'est clair. que c'est une plaie, que c'est un danger, qu'il faut l'éliminer. Ouais. Oui, bien sûr. Et force est de constater qu'en tout cas, tous les politiques avec qui il a débattu, ils sont sortis minables Oui. des débats. Ça, on est un Et- très bon débatteur. Très bon débatteur, avec des arguments clés, chiffrés, etc. On a voulu au début se dire, on a trouvé quelqu'un qui sort de la norme, on va le mettre et il va se faire casser en deux. Ouais. Et en fin de compte, il les a cassés les uns après les autres et à chaque fois, on lui a mis quelqu'un d'un calibre un petit peu plus pour à un moment donné essayer de continuer cette islamophobie rampante et réelle qu'on a aujourd'hui en France, hein, clairement. Moi, je reviens des universités d'Europe Écologie Les Verts cet été. Et samedi, j'ai été voir nos amis de la France Insoumise puisqu'ils avaient leurs universités. On en parlera tout à l'heure dans les infos zappées, voilà, c'est incroyable d'ailleurs. les Déclaration amis. de Coquerel. Là. Il y a eu une conférence. Vous connaissez le petit journaliste Tahar Oui. qui est arrivé. Voilà, moi je l'ai vu le lendemain. J'étais pas là. Ça s'est passé la veille. Ouais. Qui hurlait. Il y avait des journalistes du journal du dimanche, etc. Ils ont invité un type. J'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolé. Et qui a clairement dit, au milieu de la France Insoumise, on a le droit en France d'être islamophobe. Oui, voilà, c'est clair. point barre. Absolument. Voilà. Absolument. Et Mais- donc, Oui. je dis que ce type-là, hormis le discours qu'il vendait, soit mon réalisateur, je veux bien l'entendre, mais à chaque fois qu'il était dans un débat, eh ben, effectivement, les islamophobes repartaient bredouille. Alors, on a Bon. clairement aujourd'hui mis hors, Non, mais le truc, hors jeu. oui. 88%, vous êtes sur France Maghreb 2, 88% de nos auditeurs sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter Le Grand Forum, FM2 pensent qu'ils n'accordent pas de crédit à cette nouvelle plainte portée contre Tarek Ramadan pour viol en réunion, pour des faits qui se seraient produits en 2014 à Lyon. Vos appels 01 40 33 9000, vos amis aussi nous intéressent dans cette émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle Le Grand Forum, messieurs dames, c'est sur France Maghreb 2 tous les jours, 16h, 18h, avec aujourd'hui Gamal Abina, avec Philippe Boriaki qui font aussi leur rentrée. Je vous avoue que l'équipe du LGF va faire sa rentrée un peu timidement parce que beaucoup sont encore en vacances, hein, les petits vénards. Ouais, il y en a encore qui sont en plein en vacances, hein. Sur la plage, d'autres à l'étranger, enfin... Toute l'équipe n'est pas encore totalement réunie au complet pour cette saison. Bon, on va faire une rentrée en douceur, tranquillement avec vous. Et on ne change pas les bonnes habitudes, évidemment, avec vos appels 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est toujours le même numéro de téléphone pour accéder à l'antenne et pour vous exprimer. On parle de l'affaire Ramadan et de cette nouvelle plainte déposée contre Tarek Ramadan. C'est une journaliste française qui déclare avoir été violée par lui et aussi par un autre homme, hein, parce que là on parle de viol en réunion, en 2014 dans un hôtel à Lyon. Une affaire donc qui risque d'aggraver, j'allais dire peut-être, ou davantage le dossier affaire Tarek Ramadan. On va juste rappeler quand même les faits parce que c'est les faits qui sont importants et les faits pour le coup sont têtus. Tarek Ramadan, effectivement, accusé de viol par 2 au départ, puis 3. Eh bien, et donc se rend à une convocation policière. Il s'y rend effectivement, alors que franchement il pourrait ne pas le faire et s'enfuir en Suisse. On sait très bien que la Suisse, il n'y aurait pas eu de problème là-bas. Il n'aurait pas été obligé de répondre. Il n'y a pas d'extradition, hein, je crois, à Gamal, sans dire de bêtises, avec la France. Donc il aurait pu très bien. Et pourtant il s'est rendu pensant effectivement que ça allait être une affaire qui allait être réglée. Il a devoir s'expliquer comme il l'a fait. Mais il le pensait, je pense, en tout cas, pensait pas se retrouver en détention pendant 9 mois quand même dans cette affaire. Il y a la présomption d'innocence qui pose question dans cette affaire, vraiment. Même si effectivement on a écho de certaines pratiques, de certains hommes, de certaines effectivement personnalités qui ont des pratiques un peu particulières, il faut le dire. Mais là, cela relève de la sphère privée. C'est important de le rappeler. Voilà, entre un viol effectivement et des pratiques sexuelles qui sont un peu, j'allais dire, pas forcément classiques, il y a quand même une différence. Et la présomption d'innocence dans cette affaire, on a l'impression qu'elle a été bafouée. Alors vous avez aussi toutes ces féministes, cher Gamal, cher Philippe, qui nous disent mais attendez, vous êtes en train de défendre un violeur en série. Ah bon? Bah oui, elles sont là. Comment? Un violeur en série. Est-ce qu'il a été jugé et condamné? Non, il n'a pas été jugé. Ah d'accord, bon, Voilà. ça va. Ah, j'ai eu peur parce que je croyais que j'étais le prochain moi. Non, mais Gamal, Ils sont obligés. Gamal, ça on l'entend. Je veux Alors, dire, aujourd'hui, Ah oui. les médias ont un peu aussi changé de ton.
on assiste à un rééquilibrage. Hier, on nous parle de cette troisième plate et aujourd'hui, on nous défait les arguments de Christelle. C'est sur Europe 1, vous voyez. Donc, on rééquilibre un petit peu parce qu'on s'aperçoit quand même de l'escroquerie dans cette affaire, non? Bah, beaucoup, mais surtout, moi, quand une féministe me dit, vous défendez un violeur, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a mis ses enfants à la rue dans la prostitution et inventé des bêtises? On n'accuse pas une personne quand on n'a pas de preuves. C'est facile de lancer une accusation, surtout quand c'est un homme, c'est tellement facile, ou quand c'est une femme d'ailleurs qui serait victime. D'une manière ou d'une autre, lorsqu'il n'y a pas d'enquête de preuves et que c'est purement déclaratif, il faut se poser la question. Après, là où je peux les rejoindre, c'est qu'effectivement, les faisceaux de présomption étaient très lourds contre lui, parce que pas une, mais deux et trois plaignantes qui ont des témoignages qui, semble-t-il, étaient concordants. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été interpellé, c'est parce que les témoignages concordaient. C'est-à-dire que les trois plaignantes disaient la même chose. Après, il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, des articles ont été pondus avec des fuites de la crime, qui a mis sous écoute, à la suite de témoignages qui ont été faits, à la suite du mien mais d'autres personnes, qui ont mis sous écoute ces fameuses plaignantes et se sont rendus compte que non seulement elles se connaissaient, mais qu'elles se connaissaient très bien. Donc déjà, la concordance des témoignages pouvait avoir été faite en amont. Et au-delà de ça, il faut pas perdre de vue une chose. Je veux dire, on ne peut pas condamner quelqu'un tant que l'enquête n'a pas été conduite. On est en pleine période d'instruction. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est arabe et que l'arabe est violeur. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. C'est pas suffisant. Moi, j'aurais envie de prendre l'exemple de Maître Collard. Je ne l'aime pas. Mais lorsque quelqu'un l'accuse de viol et que ce viol n'est pas établi, eh bien je suis pour Collard. Je ne l'aime pas politiquement, mais humainement je n'accepte pas une injustice. C'est-à-dire que je veux, même si lui est injuste dans sa vie, quoi qu'il en soit, on ne doit pas être injuste avec quelqu'un même qui est injuste. Et en l'occurrence pour M. Ramadan, dès le départ, la presse avait pris fait et cause contre lui. C'est pas pour les plaignantes, c'est contre lui. C'est-à-dire que c'était vraiment très à charge. Oui. Et le problème principal aussi, effectivement, c'est ce qu'on a relevé comme terme, c'est tartufferie. À savoir, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Effectivement, si il semble qu'il a reconnu, oui, c'est gros, c'est grossier, c'est énorme, ça reste un homme, j'ai envie de dire comme tous les hommes, c'est pas un prophète, mais si effectivement il s'est mal comporté avec les femmes, et ça semble être le cas puisqu'il a reconnu lui-même, c'est à savoir des relations extra-conjugales. Tardivement quand même. Hein. Oui, il a reconnu tardivement. Le couteau sous la gorge. Et puis c'est difficile de se mettre à nu devant le monde entier, puisque c'est le monde entier qui est au cœur de cette affaire. Je peux poser une question. Madame Ramadan a demandé le divorce depuis ou pas? Non, pas du tout. Non, bien au contraire. Donc c'est leur histoire. Oui, c'est leur histoire. Bah, ils acceptent. Il y a des réalités maintenant. Hillary Clinton non plus n'avait pas demandé le divorce. Et moi, je n'aime pas le son aux gens parce que de toute façon, on est tous faibles dans la chair. Malheureusement, c'est. Comment ça, on est tous faibles? Quoi Qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message, Gamal? On est sur France Maghreb 2. Il est pratiquement 17h. T'es en train de nous dire que tous les hommes sont faibles? Non, j'ai dit que tous les hommes peuvent être tentés d'être faibles devant la chair parce que malheureusement, en vieillissant, on commence à être un peu faiblard. C'est malheureux, mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et puis autre chose, il faut être très clair. Au-delà du fait qu'il a eu un comportement qui n'était pas adapté à ce qu'il disait, c'est vrai. De toute façon, on parle de viol, on parle pas de relations extra-conjugales. C'est pas le tribunal de la morale en France, c'est un tribunal du droit. Et le droit, il dit quoi? Il dit on juge le viol et pas l'extra-conjugal. S'il était condamné parce qu'il avait trompé sa femme, qu'il aille en tôle, mais c'est pas le cas. S'il a violé ses filles, et je suis catégorique là-dessus, je serai le premier à lui jeter la pierre. Je fais la paraphrase. Mais aujourd'hui, on n'a pas la conclusion de l'enquête, on se rend compte que le rapport entre les différentes plaignantes n'est pas aussi innocent qu'on le dit, on se rend compte qu'il y a des interventions politiques et pas anodines, et on se rend compte qu'à chaque fois, et c'est là où la presse a été vraiment gravissime, il a été porté à nu, il a été humilié, il a été bafoué, il a été ridiculisé dans sa présomption d'innocence, et qu'aujourd'hui, une fois que l'enquête avance, finalement, c'est pas si clair que ça. Que finalement, peut-être que les filles qui sont victimes ne sont pas tant victimes que ça, et que ce qu'elles disent, à chaque fois, ne se recoupe pas. C'est en ça que je dis, alors pour la dernière plaignante, je sais pas ce qui s'est passé, je veux même pas le savoir, c'est la justice qui va tirer les conclusions si effectivement il y a viol en réunion, parce qu'encore une fois on est monté d'un grade, là on parle de viol en réunion, donc c'est la barbarie. Alors apparemment c'était lors d'une interview que Tariq Ramadan avait accordé à cette journaliste que tout aurait dérapé dans la chambre d'hôtel. Ouais, après le processus de viol en réunion, il faut quand même avoir un esprit bien tordu et il faut qu'il y ait deux types avec le même esprit. Oui, a priori il s'agit d'un proche de lui. Si c'est le cas, c'est gravissime. Mais encore une fois, il faut que l'enquête le vérifie. N'importe qui peut déclarer n'importe quoi. C'était quand même, si on compte bien, ça fait quasiment ça fait 5 ans. 5 ans, bientôt 6 ans. Et je veux dire, 5 ans après, alors effectivement, là où je rejoins Philippe, une femme qui a été violentée, c'est un traumatisme violent. Bien sûr. Et en plus, une femme qui est violentée, malheureusement, il n'y a pas de disposition pour les sauver, ou les aider, ou les accompagner, puisque souvent, quand elles vont au commissariat, elles tombent face à des crétins, des hommes, qui les prennent pas au sérieux et qui se foutent d'elles. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre que les gens mettent du temps. Mais le problème, c'est qu'il y a un hasard de calendrier qui est trop gros. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 4 mois d'une possible annonce de date d'audience, et il y a ce truc-là qui tombe comme par hasard. Donc c'est un peu gros. Alors peut-être que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais je dis que malheureusement, sur un plan du calendrier, il n'a pas de peau. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que quoi qu'il arrive, moi, le seul jugement que je vais entendre, c'est le jugement des enquêteurs et puis des juges en leur âme et conscience. Le reste, la presse,
ses détracteurs, ses ennemis et les racistes, parce qu'il faut pas les oublier, ils sont très présents dans l'histoire. Les fachos se sont lâchés comme jamais. Ah, ils se sont fait plaisir. Il suffit de voir le journal Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, déjà. Charlie Hebdo, sur la fachosphère. Du coup, ça risque de retarder encore davantage le procès. Bah, si jamais ils associent cette plainte aux autres, Oui. ça veut dire que ça agrandit l'instruction de 6 mois. Ouais, de 6 Et ça mois veut dire au que ça moins, minimum. retarde encore minimum d'1 an Ouais. la date d'audience. Donc c'est vraiment très compliqué. La Mais parole, là aussi on est pas dans sûr. cette émission dans le grand forum sur France Maghreb 2, aussi aux auditeurs au 01 40 33 9000. Kamel de Montreuil qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui a aussi des choses à dire. Peut-être. Bonjour Kamel, bienvenue. Oui, bonjour Christophe. Bonne rentrée au LGF. Merci Kamel, merci Ça beaucoup. fait plaisir Ah bah oui, pour c'est les vrai. auditeurs fidèles comme nous. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Donc moi, j'ai rien à voir avec Tariq Ramadan. Je l'ai rencontré à l'aéroport de Roissy quand je travaillais là-bas et il était un contre-exemple pour la communauté. Je rentrerai pas dans les détails. Et c'est dommage que ça ait été un symbole avec son verbe. Il était doué. C'était dommage que c'était un faux exemple pour les jeunes et pour la communauté qui l'écoutaient dans les grandes audiences et les réunions dans les mosquées. Je trouve ça dommage. Bref, on va tourner la page. Moi, je voudrais apostropher, si vous le permettez, Monsieur Gamal. oui. S'il le permet, bien entendu. Sûr. Ce n'est pas son On est là pour procès, ça, mais il avait dit Gamal. quelque chose durant le mois de juillet ou août qui m'avait déplu. C'était à propos de la guerre d'Algérie qu'on ne pouvait pas quantifier le préjudice moral et qu'il fallait rien en attendre en retour, en fait. J'étais pas d'accord avec lui. J'ai pas tout entendu. Il pouvait me répondre par rapport à ça, On s'il n'a pas vous le plaît. retour casque. Ah bon, ça marche pas les retours casques. Il n'y a alors. pas de casque. Ah oui, il n'y a plus de casque dans cette radio, c'est magnifique, oui. Alors, Kamel, rappelle-nous, effectivement, tu nous avais appelé, je crois, le lendemain du passage de Gamal Abina pour s'en prendre Voilà. à des déclarations par rapport à la guerre d'Algérie. Rappelle-nous juste ce que Gamal avait dit. Voilà, il avait dit que par rapport à l'Holocauste et au génocide juif, on ne pouvait pas demander une rétribution car on ne mesure pas le préjudice moral, en fait. Car le préjudice moral n'est pas le même. J'ai Mais pas moi, jamais ma dit ça, question, c'est totalement c'est faux. comment Vous avez peut-on entendu l'émission, quantifier le je vous invite préjudice à moral? réécouter. Alors, Gamal dément. Alors vas-y. Alors je vais être très clair. Ce que j'ai dit que nous, en tant que communauté arabo-musulmane en France, nous n'avons pas le passé génocidaire dont peuvent se réclamer les Juifs, c'est établi par la loi et par l'histoire, et les Arméniens. Donc ça, c'est une réalité indiscutable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de massacre de masse en Algérie, mais on parle de visée génocidaire. Il n'y a pas eu de visée génocidaire en Algérie, même si le général Bugeaud aurait voulu exterminer tous les Algériens. Les autorités françaises ont massacré les Algériens. 1 million de morts sur 3 millions d'habitants quand ils sont rentrés en Algérie entre 1830 et 47. Mais ils n'avaient pas l'intention de les exterminer, sinon on les aurait pas laissés sur les hauts plateaux. Donc on parle de visée génocidaire, on ne parle pas de génocide. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, massacre de masse, oui. Volonté génocidaire, non. Ensuite, je n'ai pas comparé, soi-disant, nier ou je sais pas quoi, l'histoire du génocide, je sais pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que nous n'avons pas eu un massacre génocidaire derrière nous pour dire que nous pouvons nous défendre par rapport aux attaques en règle qui sont produites en France. En aucun cas, j'ai comparé la situation algérienne, et juste pour information, vous ne me connaissez pas, donc je suis de Gigel, en Algérie. Nous avons perdu 30% de notre famille dans ce massacre en Algérie pendant des décennies. Je viens du même Mon endroit. grand-père a été tué 6 mois avant la fin de la guerre. Mon père a été bombardé au napalm. Mes 2 oncles sont morts sous les bombes du napalm. Donc j'ai absolument rien à prouver de ce point de vue-là. En revanche, je reste raisonnable et réfléchi. Et je dis que lorsqu'on parle d'un génocide, c'est qu'il y a une intention d'extermination totale. En Algérie, cette intention n'existait pas. Voilà, mon Non, cher non. Kamel. Moi, je voulais juste demander comment on mesure le préjudice moral par rapport à ça. Mais on parle pas de Est-ce préjudice qu'on moral. Il n'y a a pas le de droit de préjudice moral. demander Il ne se mesure pas parce que de toute façon la France ne reconnaît pas ses crimes. C'est-à-dire qu'il faut batailler pour que la France reconnaisse ses crimes et après qu'il y ait des réparations. On commence déjà par les 5 millions de dollars or qui ont été volés en Algérie, enfin de dollars, 5 millions de tonnes d'or plutôt qui ont été volés en Algérie. Ça oui, il faut le réparer. Ensuite, la destruction de la culture algérienne, ça mériterait une réparation. La reconnaissance des crimes, ça mériterait une réparation. La destruction, par exemple, les centaines de familles sont en train de mourir dans le désert algérien sous les essais nucléaires, les 3 essais à ciel ouvert dans le désert algérien nucléaire français pendant 3 ans. Ils ont massacré pendant 1 an plutôt, ils ont massacré le désert algérien et aujourd'hui des familles meurent de cancer de la thyroïde, de cancer du sang parce que les Français ne reconnaissent pas ce crime aussi. Ça, il faut en discuter. Et je vais vous donner une petite surprise pour vous donner une idée de des propos que vous tenez qui ne peuvent pas être les miens. Et en aucun cas, je vous invite à réécouter l'émission parce que vous êtes parti très loin. Mon père, Allah rahmou, est mort de la suite de sa contamination aux essais nucléaires français en Algérie parce qu'il a eu le malheur de faire la guerre des sables en 63 contre le roi Hassan II. Je ne crois pas, dans ces conditions, que je suis la personne qui pourrait composer avec l'État français par rapport à ces crimes. Donc, revoyez votre copie, s'il vous plaît, monsieur Kamel.
Voilà, Kamel. Bon, ça me laisse présager quand même un petit rendez-vous qu'on va peut-être mettre en place, parce que c'est vrai que les chroniqueurs s'expriment, les auditeurs peuvent aussi les entendre et mal interpréter les propos. Et peut-être que l'occasion, on mettra un petit espace, je sais pas, 2 minutes par jour où les auditeurs auront écouté, apprécié ou pas d'ailleurs les propos de nos chroniqueurs et pourront, on proposera le face-à-face, voilà, de l'auditeur qui reviendrait sur des propos qui ont été tenus, par exemple par Philippe ou Gamal aujourd'hui. Hein, ça peut être bien aussi, comme ça permet de remettre les choses dans leur contexte. C'est très important, parce que c'est vrai que de la manière dont on est perçu à la radio, on peut dire une phrase et ça peut être interprété de différentes manières, messieurs. Bien sûr, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'interprétation, voilà. Le côté subjectif des uns et des autres. C'est ça. Bon, alors, on va maintenant passer au traditionnel zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Non mais le face à face on va le mettre, hein, c'est obligé, ça va devenir indispensable, hein, vraiment. Et les auditrices, auditeurs qui sont et vous surveillent, vous scrutent de très près et vous écoutent, vous observent, pourront vous mettre face à vos contradictions parce que je suis sûr qu'il y en a. Hein. Au 01 40 33 9000, le face à face, c'est un nouveau rendez-vous qui va apparaître très vite dans le LGF ainsi que de nouveaux rendez-vous parce que cette année on a décidé de mettre le paquet, messieurs dames, parce que France Maghreb 2, on est là et on n'entend rien lâcher. Alors pour commencer dans ce zapping, tiens, rien ne va plus entre Macron et Bolsonaro, le président brésilien. Commencer avec le président Bolsonaro lui-même qui disait que Emmanuel Macron avait une mentalité colonialiste. Ça, c'était en fin de semaine dernière. Son ministre de l'Éducation, imaginez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation brésilien, a commenté aussi: Macron n'est pas à la hauteur de ces débats, c'est juste un crétin opportuniste qui cherche le soutien du lobby agricole français. Les Français ont choisi un président sans caractère. Il faut attaquer ce crétin de Macron. Le président Bolsonaro a aussi relayé et liké un commentaire d'un internaute qui se moque du physique de Brigitte Macron, et son fils, le fils de Jair Bolsonaro, qui est député, a lui aussi relayé une vidéo qui qualifiait Emmanuel Macron d'idiot. Un crétin, qualifier le président français de crétin, Gaspard Estrada, ça vous surprend? Malheureusement non, puisque Jair Bolsonaro a, dès son élection, entrepris de critiquer ouvertement via les réseaux sociaux l'action de la France et d'Emmanuel Macron, ce qui avait à l'époque, à la fin de l'année dernière, déclenché une petite crise diplomatique entre la France et le Brésil. Plus récemment, Jean-Yves Le Drian a fait le déplacement à Brasilia, un déplacement qui se faisait attendre puisque déjà depuis plusieurs années la France n'avait pas envoyé de mission ministérielle au Brésil, et Monsieur Bolsonaro a annulé son rendez-vous à la dernière minute sous prétexte d'avoir un rendez-vous plus important, c'est-à-dire rendre visite à son coiffeur. Oui. C'est vrai. Et donc cette il est allé chez le coiffeur plutôt que de recevoir le ministre français des Affaires étrangères. Absolument. Et surtout, il l'a rendu visible via les réseaux sociaux. Absolument. Absolument. Donc, ce qui justement nous fait dire que cette crise diplomatique entre la France et le Brésil n'est finalement pas une surprise. Pas une surprise, c'était chez Bourdin ce matin, cette crise ouverte entre le Brésil et la France. Évidemment, cela fait référence à un discours de Macron sur le feu, sur les feux dans la forêt amazonienne. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que le président français est un crétin selon Bolsonaro et selon le ministre, des Affaires étrangères brésilien? Moi, je pense qu'ils doivent régler ça dans un octogone tous les deux. Hein, c'est une proposition en Suisse, oui, tout à fait. En même temps que Caris et Bouba. Non, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas apprécier, mais la moindre des décences, et il faudrait qu'on se respecte et qu'on évite de s'injurier, parce que c'est quoi la prochaine étape? Mais en même temps, quand vous avez un président comme Bolsonaro qui choisit un gouvernement qui lui ressemble, des bini-oui aussi plus dangereux les uns que les autres sur leurs idées, sur ce qu'ils pensent des femmes, sur ce qu'ils pensent des minorités, sur ce qu'ils pensent des homosexuels, sur ce qu'ils pensent déjà faire en Amazonie, puisqu'il a dit moi ma forêt elle m'intéresse pas, mais j'ai des ressources très importantes, donc parce que là on parle quand même de plus de 80 000 départs de feu. Oui. Donc c'est pas un ou deux qui soient partis comme ça. Il a tiré la sonnette d'alarme, Macron. Ouais, non mais il a dit on va tous mourir en même temps.
en même temps. Comme le fameux président Emmanuel Macron dit souvent en même temps, on va faire ça et ça, etc. Il faut déjà que nous on montre une exemplarité totale sur le reboisement des forêts, de nos villes, etc. Et condamner la politique d'un climaticide, de Bolsonaro. Il a été élu par son peuple démocratiquement, comme Adolf Hitler d'ailleurs, je le rappelle au passage. Faire de l'ingérence dans un pays, même si ça nous concerne, oui, ça peut humilier et vexer les gens, et donc dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une action-réaction. Maintenant, si la politique d'un pays nous convient pas, on peut faire un truc très simple, alors qui est interdit. Pour le BDS, ça c'est interdit. Attention, moi je ne dis pas qu'il faut faire le BDS. J'ai attention, si vous appelez au BDS, vous êtes mort. Par contre, clairement, plein de journalistes comme Barbier qui disaient on va pas faire le Mercosur, on va pas importer des produits du Brésil, donc on va les taper au portefeuille. Et à ce moment-là, on va faire un petit peu comme à l'époque de l'apartheid. L'embargo a fait que l'apartheid est tombé. Voilà, messieurs, vous êtes tous normalement responsables. Ne montez pas l'escalade. Bon. Ce type a l'air d'être complètement farci, mais comme Donald Trump, j'ai envie de te dire. Et quand on reçoit Donald Trump à la grande pompe et que ça nous coûte 36 millions aux contribuables, on n'en voit pas une image sereine et apaisée. Et donc en face, c'est dingue, ils se permettent de dire des choses complètement loufoques. Donc maintenant, au président Emmanuel Macron, à qui je souhaite la réussite dans cette mission, mais je n'y crois pas un instant, de montrer l'exemple d'une société destinée et en tout cas écologiquement positive. Lorsqu'on autorise les pesticides et qu'on va dire à quelqu'un d'autre faut pas que tu déforestes parce que c'est pas bon pour la planète, carton rouge pour les deux. Bon alors monsieur Abina, est-ce qu'il peut nous faire la même mais en peu court? Très court. Bolsonaro est un salaud. Voilà, c'est clair. Je dis parce que moi, quand un criminel écologique... On peut pas, on est sur France Maghreb 2 quand même. Je dis là, c'est violent. C'est un type d'extrême droite, c'est un type violent, vulgaire, arrogant, méprisant. C'est un voleur. Il n'a pas gagné l'élection, contrairement à l'idée reçue démocratiquement. Il a gagné par défaut. Parce qu'il a fait en sorte, et là il y a une affaire qui est en train de sortir gravissime, du juge qui était de son côté et qui a fait condamner Lula. Donc ça va être rejugé. Et si Lula, effectivement, a été condamné, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections. Et il est fort probable que Lula ait gagné s'il avait participé. Bon France Maghreb 2 au Brésil, c'est pas pour demain. Merci Abina. Une dernière chose, 87% d'augmentation des feux. Bolsonaro est un criminel écologique. Et il faudrait, et ça je m'adresse au vert, qui est à ma droite, il faudrait une bonne fois pour toutes qu'il y ait une action. Ils sont bien à droite les verts. Hein. Oui, c'est bizarre. C'est bon, quoi, 300. Apparemment, ils vont à la droite. Non, mais il faudrait une action internationale concertée de tous les partis verts. Je comprends pas qu'ils le fassent pas. Pour porter plainte contre ces criminels. Porter plainte à la Cour internationale de justice. Comme ça, quand il va sortir du pouvoir, il finit en prison. Il n'est pas normal de laisser ce type-là s'imaginer que la forêt amazonienne lui appartient. La forêt ne lui appartient pas. Elle appartient aux Indiens. Le seul problème, Gamal, alors justement, là tu mets un point hyper intéressant. Nous, on est prêt à faire ce que tu veux là-dessus. Pour la plainte, tu peux compter sur nous. Notre affaire à tous, je remercie ma camarade eurodéputée Marie Toussaint, c'est des écolos qui sont derrière tout ça. Simplement, il faut, comme pour Tariq Ramadan, la présomption d'innocence, tu peux pas, même si je crois qu'on est globalement d'accord sur le fait... Quand même. Non, d'accord, il a fait des déclarations, mais c'est pas lui qui a été mettre le feu et... Tu vois ce que je veux dire? On peut pas d'un côté défendre. Ouais, c'est pas un pyromane, quoi. Non, moi j'allais dire si, parce qu'il a initié l'idée. Par les mots, bien sûr. Oui, mais quand il dit la forêt, on doit l'utiliser. Mais quand on parle justement, la forêt appartient aux peuples autochtones qui sont sur place. Eh ben, à ce moment-là, monsieur le président de la République, ça c'est pas de ma faute, c'est Gamal. Vous allez revenir du G7, tu vas manger sévère, parce que il y a le projet de la montagne d'or. En Guyane. Absolument. Et la Guyane, c'est aussi l'Amazonie. Et donc la montagne d'or, on va virer des gens qui y vivent, autochtone. Et puis on va la polluer avec du cyanure, avec du mercure, avec de l'explosif, et on va tuer les sols pour exploiter un filon d'or. Voilà. Allez, on enchaîne dans cette émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 dans le zapping. Alors, pendant ce temps-là, les écolos, s'en prennent au portrait d'Emmanuel Macron accroché sur les mairies qu'ils décrochent. Ou parfois d'ailleurs, ils le mettent même à l'envers, dites donc. Ils se surnomment les décrocheurs de portraits. Plusieurs centaines de manifestants brandissent la photo officielle du président de la République. Emmanuel Macron tête en bas, pas assez actif contre le réchauffement climatique, selon ses militants écologistes. Pourquoi est-il à l'envers ?
Je crois qu'il mérite pas d'être à l'endroit. 128 portraits au total décrochés depuis le mois de février dans des mairies partout en France. Une action passible de 2000 € d'amende pour vol en réunion. Celui-ci a été subtilisé dans un village du Pays Basque. Quand on décrochait un portrait comme celui-là, dans une mairie, on laissait un mur vide qui disait vraiment le vide de la politique climatique du gouvernement. C'est pas joli quand même. Tu peux pas cautionner ça, monsieur Bourriqui. Alors bon, je plaide coupable. Moi, j'ai voulu le décrocher à Orly, je l'ai pas trouvé à la mairie d'Orly. Je sais pas où est-ce qu'il est le portrait d'Emmanuel Macron. Et je vais dénoncer. Monsieur Macron, j'espère que vous allez m'amnistier une amende sur un stationnement futur. Marie Toussaint l'a décroché. Mon ami Marie Toussaint l'a décroché. Il fait de la dénonciation de Bourriqui. Ouais. Carrément. Moi, je collabore. Ah ouais, t'es un collabo. Ah ouais, direct. Moi, je suis pas un fou, moi. Le verre, ça balance. Monsieur Emmanuel Macron, je sais que vous êtes à la recherche d'un ministre de l'environnement. Moi, je suis prêt, hein. Je suis Oh là. à condition que. Qu'est-ce qui nous a pris de le reprendre celui-là? Oui. C'est parce que vous m'aimez bien, France Maghreb 2. Non, mais Marie Toussaint l'a pris dans la mairie du deuxième. C'est pas moi qui l'ai dénoncé, c'est mon ami Annie Lameur, conseillère régionale, qui l'a dénoncé sur les réseaux sociaux. Mais ouais. Non, mais pour revenir au portrait, le symbole. Le symbole. Si tu veux, nous, on est clair, on est un mouvement pacifique, on prône la non-violence, mais on prône aussi la désobéissance civile. Et le fait de dire, monsieur, vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, votre portrait ne sert à rien. Et puisqu'il ne sert à rien, on va libérer la place pour le prochain. Ouais, tout simplement. Donc on gagne du temps et on va préparer le recyclage. Gamal, on est d'accord avec ça, avec ce procédé? C'est un procédé non violent. Moi, personnellement, je préfère ça aux attaques des permanences des députés de la République En Marche. Mais en vérité, oui, je comprends la logique des Verts et c'est vrai que c'est non violent, là-dessus chapeau. Après, je comprends la sacralité du poste de chef d'État aussi, donc ça peut poser problème en termes d'image. Mais encore une fois, malheureusement, monsieur Macron, qui est très loin d'être un imbécile, contrairement à ce qu'il dit au Brésil, est un type extrêmement intelligent qui sait très bien ce qu'il fait. Donc malheureusement, s'il veut agir dans le bon sens, il peut le faire, et s'il ne le veut pas, c'est une volonté politique, ça n'est absolument pas un hasard. Bon, donc je comprends les Verts qui fassent ça, c'est effectivement sans dessus dessous, comme la France aujourd'hui. Tiens, un petit clin d'œil les amis, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce zapping aussi. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le Clean Challenge? Le Clean Challenge. Bah évidemment. Eh ben écoutez-moi ça. La cité des hommes va briller. À vos sacs poubelles, prêts, partez. Ce n'est pas le mauvais temps qui va doucher la bonne humeur de ces habitants de Sartrouville. Armés jusqu'aux dents, ils se lancent dans le Clean Challenge. Des canettes vides, des restes alimentaires ou une vieille serpillière atterrissent dans les sacs noirs. On nettoie la cité et on défie une autre cité de le faire. Magnifique, non? Comme petit challenge. Énorme. Nettoyer les cités, les gars. Et ça avait démarré à Gonesse, hein. Tu vois? Comme bizarrement, hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. Chez les immigrés. Ouais. Ou les enfants d'immigrés. Alors, bon, on salue en tout cas l'initiative, c'est très bien. Bravo. Le Clean Challenge, pour une fois qu'il y a un truc qui va dans le bon sens, c'est très bien. C'est bien, en plus, c'est les Algériens qui les ont inspirés. Ah oui. Comment ça? Bah, ils ont nettoyé les rues. Ah oui. Après, il faut. Bien vu, monsieur Abina, bien vu. Pour finir ce zapping, une réunion anti-G7 réunie intermondialiste et gilets jaunes, c'était à Hendaye, monsieur. C'est un contre-sommet qui s'élance sous des bannières multicolores. Des altermondialistes, écologistes, organisations syndicales et en tête de cortège des personnalités comme Cécile Duflot et une figure des Gilets jaunes. Malgré sa convalescence, Geneviève Leguet, 73 ans, n'aurait manqué sous aucun prétexte cette marche anti-G7. Ça fait des années que je suis tous les G et on peut dire qu'il n'est jamais rien ressorti pour les peuples. Jamais. Ils se partagent le monde des richesses. Les incendies en Amazonie ont imposé le sujet du climat en ouverture du G7. Mais tous ici sont venus crier au chef d'État l'urgence d'agir pour la planète. On trouve qu'une heure et demie de réunion juste pour le climat, c'est totalement insuffisant. Donc on sait qu'il va pas se passer grand chose et du coup on est là pour se faire entendre. On n'y croit pas trop, non? C'est une aberration. Ouais, non. Voilà. On n'y croit pas. Maintenant, on voudrait des actes concrets, des choses qui soient posées et qui soient porteuses de solutions concrètes. Selon les organisateurs, un service d'ordre de 300 personnes a été mis en place pour encadrer le cortège jusqu'à Irun. D'autres manifestations sont prévues jusqu'à demain.
une manifestation, anti-G7, intermondialiste, gilets jaunes, écolo. Vous êtes toujours dans les mauvais coups, vous. Hein. Non, là où mais il faut foutre le bazar, vous êtes là, les écolos. Non, mais c'est pour porter de la voix, pour donner un petit peu plus de force. Je voudrais juste rappeler quelque chose de très choquant. Rappelle-nous. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Cet été, lorsque les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, le personnel urgentiste a dit on n'en peut plus, on est sur les rotules, ils ont eu du mal à sortir 70 millions d'euros. Ils ont dit attention, c'est très compliqué. Là, quand même, pour 3 ou 4 jours de festivités pour les plus puissants de ce monde, on a sorti quasiment 40 millions d'euros. C'est juste honteux et scandaleux. Il y a eu 400 compagnies de CRS. Ça veut dire que toutes celles et tous ceux qui ont eu quelques problèmes de sécurité ces derniers temps, sachez qu'il n'y avait personne pour vous protéger. Il y a eu 13 000 forces de l'ordre, militaires, gendarmes, GIGN, RAID, qui ont encerclé une ville, impossible de bouger. Mais pourquoi ils n'ont pas loué un grand paquebot? Ils ont fait ça au milieu de la mer. C'est à faire régler. Ouais. Pourquoi vous nous avez rendu dingues? C'est juste honteux et scandaleux. Alors que on sait très bien qu'on est là pour alors en plus les Espelette Housewives c'était juste du grand n'importe quoi, de la mise en scène, Melania Trump, tous les 4 secondes on entendait son prénom qui pose avec ses lunettes en disant moi je suis la première First Lady of the World, donc je n'ai aucun respect pour vous, pour assister à une séance de surf avec des vagues de 15 cm ce matin avec des petits enfants qui ont les pauvres dans le froid, ils les ont jetés à l'eau dès le matin. C'est juste du foutage de gueule. Et là, vous avez 300, 400 militants qui défilent pacifiquement. Et j'aimerais qu'on remontre quand même si on les a pas, mais les images à chaque fois qu'il y avait un point de fixation de là, normalement, le réalisateur est censé balancer les images. Voilà. Quelques dizaines de personnes présentes. C'était immédiatement canon à eau, charge immédiate. La liberté de la presse, il y en a pas eu. La liberté de manifester, il y en a pas eu. La liberté de s'exprimer, il y en a pas eu. Boriaki, à tout à l'heure. Dans un instant, info zappé, et on va parler aussi des vacances. C'est le retour des vacances pour beaucoup d'entre vous. Faites-nous partager vos bonnes et mauvaises expériences. On sait qu'il y a eu quelques problèmes au retour du Maroc avec des voitures. Apparemment, ils ont été bloqués à la douane. On sait, beaucoup en tout cas sont partis en Algérie cet été, depuis le déclenchement de cette révolution du mois de février. Qu'en avez-vous pensé? Quel est le climat sur place? On sait la tension qui règne aussi en ce moment en Tunisie avec les élections qui approchent et la détention de Karoui, qui est l'un des favoris donnés dans tous les sondages gagnants et qui a été jeté en prison. La tension monte d'un cran. Donc en Tunisie, on en parle de tout cela avec vous, ou alors de bonnes expériences, par exemple en Espagne comme moi, vous avez été peut-être au Baléares, magnifique, vous avez peut-être été en Thaïlande, vous avez des choses à dénoncer aussi du côté de la Malaisie ou des États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, faites-nous partager vos bonnes et mauvaises expériences de vacances. 01 40 33 9000, c'est évidemment sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La question du jour, je vous le rappelle, vous pouvez continuer de voter évidemment sur Christophe Le Grand Forum, sur Facebook, Le Grand Forum FM2, comme le nom de la radio d'ailleurs, France Maghreb 2, ça ne s'invente pas. Et bien c'est à propos de l'affaire Tariq Ramadan et de cette nouvelle plainte qui est apparue pour des faits qui se seraient déroulés en 2014. C'est une journaliste française qui accuse Tariq Ramadan de l'avoir violé, mais pas seul, parce que là on parle de viol en réunion. Est-ce que vous accordez du crédit à cette nouvelle plainte? Et vous êtes 88% à dire non, pas de crédit à cette nouvelle plainte. On en a parlé tout à l'heure et vous pourrez peut-être d'ailleurs réagir. On va improviser ce nouveau rendez-vous. Vous avez écouté Gamal Abina, Philippe Boriaki s'exprimer sur le sujet et sur d'autres sujets dans cette émission. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de les contredire en direct ou alors d'aller dans leur sens, eh bien vous pourrez le faire dans quelques minutes. Ne bougez pas, on va improviser tout cela. C'est aussi ça la radio, c'est de l'improvisation aussi. 01 40 33 9000, quand c'est bien fait, c'est toujours bien. 01 40 33 9000 évidemment dans quelques minutes. Pour l'heure, les infos zappées, les traditionnelles infos zappées, vous savez les petites infos qui tombent parce qu'il y en a beaucoup. Et les médias font le tri. Nous ici on essaie quand même de repérer certaines qui n'ont pas été médiatisées, qui quand même valent le coup qu'on en parle 5 minutes. Par exemple, tiens, sur son compte Facebook, la gendarmerie de la Corse a dévoilé une histoire qui s'est déroulée le 15 août dernier. Ce jour-là, un passager d'un véhicule qui circulait, une patrouille de la gendarmerie, jeté par la fenêtre plusieurs couches usagées pour bébé. Les occupants du véhicule sont repartis avec leurs déchets, mais soulagés de 68 € d'amende. Le montant de la contravention de deuxième classe qui leur a été relevé, précisent les autorités sur le réseau social. 68 € pour avoir jeté des couches par la fenêtre. C'est pas beau ça. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Il leur en fait un prix. Ouais. Non mais et c'est vrai. Moi qui suis parti en vacances, qui ai vu un petit peu le comportement des automobilistes français. Je parle bien des Français. On peut s'apercevoir franchement. On reconnaît les Français de très loin dans leur comportement dans les pays étrangers.
et c'est lamentable. Franchement, on se comporte des fois comme voilà, je cherche le mot mais je vais pas le dire ici. Des malpropres, des véritables gens mal éduqués, etc. Et voilà, on balance des couches usagées par la fenêtre, mais quand même, c'est un manque de respect envers la nature, quoi. Merde, quoi. Je sais pas, Philippe. Non, mais c'est clair. Mais on le dit souvent, ce que nous produisons sur Terre, ce que nous jetons sur Terre, on va in fine le retrouver dans nos mers ou dans la nature. Ouais. C'est un écolocide. Jeter des couches qui ne sont pas biodégradables, la matière fécale, lait, pourtant, c'est criminel. Et donc, il faut taper très fort. Jeter quelque chose par la fenêtre, c'est comme conduire au téléphone, conduire avec un téléphone, puisque vous devez... là, les passagers, c'est encore autre chose, mais c'est gravissime. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu une douloureuse expérience. Une des seules fois où j'ai glissé avec mon deux roues, c'est un véhicule qui avait jeté, mais réellement là, du coup, une peau de banane en plein virage alors qu'il y avait un truc de gasoil. Et moi, je suis arrivé à ce niveau-là et mon véhicule a chassé. Lorsque vous jetez votre mégot par la fenêtre, ça met quelques 500 années avant de disparaître, mais c'est des polluants, et que vous avez des gens qui sont en deux roues derrière. Ça peut probablement allumer des incendies, mais surtout ça peut causer des brûlures graves à tous les deux roues qui sont derrière vous et qui, avec la prise au vent, peuvent engendrer, hormis la brûlure, un accident grave. Donc ça suffit, ces comportements d'incivilité. Moi je dis 68 €, c'est vraiment pas cher. Je pense qu'on devrait multiplier par 10 et ça calmerait les gens. Bon. Avec des retraites. Gamal, t'es pour l'augmentation de l'amende? Oui, totalement. Oui, d'accord. Là, il faut récompenser la sauvagerie. Ouais. Alors tiens, une information qui a absolument rien à voir, c'est hier vers 13h15 qu'un incendie s'est déclaré sur la vedette où séjournait le rappeur Maître Gims, c'est ce que rapportent nos confrères de France 3. Les 6 personnes présentes, Gims donc, 3 de ses proches et 2 membres d'équipage ont abandonné le navire de location, un bateau de 24 mètres quand même de long, ce qui est pas rien. Au moment des faits, le bateau est mouillé à 400 mètres du rivage. Sains et saufs, tous ont pu rejoindre la côte. Sains et saufs, précise la préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué. 6 sapeurs-pompiers de l'extrême sud ont été mobilisés pour éteindre des flammes qui se propageaient rapidement. Un barrage anti-pollution a été déployé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du départ de feu. Il sera également question de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire. Selon les premiers éléments d'enquête, dans un premier lieu, c'est une avarie du moteur qui pourrait avoir provoqué l'incendie. En tout cas, rassurez-vous, pour les fans de Maître Gims, eh bien, il va bien, il est sain et sauf. Donc, alhamdoulilah. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Tiens, un truc qui t'intéresse dans les infos zappées, climat. 19 organisations seront reçues à Matignon demain. Wow. Des organisations notamment environnementales seront reçues donc le 27 août, donc demain, par le Premier ministre pour discuter d'urgence sociale et d'écologie. Mon cher Philippe, ça c'est bon ou pas? Bravo. Bravo Monsieur le Président, bravo Monsieur le Premier ministre, bravo Madame Elisabeth Borne, bravo François de Rugy, bravo. Faut arrêter de discuter, faut agir maintenant. On connaît les problèmes, on connaît les solutions, et moi j'invite tous les citoyens français et françaises qui veulent vraiment voir cette question se régler une bonne fois pour toutes dans les prochaines élections. Votez que pour des listes écolo. Oh, vous avez vu un petit peu? Oui. Philippe. Oui. Le vert. Hulk. J'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce qu'on peut faire du 100% recyclage? Oui, on peut faire 100% zéro déchet déjà. Donc déjà, on n'a plus besoin de faire du recyclage entre guillemets. Enfin, tu as raison. Il y a certains matériaux qui ne sont pas aujourd'hui en capacité d'être traités, etc. Mais ils peuvent être revalorisés différemment. Mais surtout, c'est à la production. Si tu sais qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour l'environnement, bah tu les produis pas, tout simplement. Ou alors tu fais quelque chose de mieux. Il y a en France, t'as une assemblée où les mecs ils prennent un bon billet, t'en as 577. Ça s'appelle des législateurs, c'est des députés. Ils peuvent voter des lois pour les interdire. Comme par exemple les pesticides, on pourrait dire c'est dangereux. Ils le savent, c'est cancérigène. Et si on les interdisait, eh ben c'est la même chose. Et puis après, il y a certains besoins qui sont créés par les grands lobbies et grandes firmes qui nous rendent dépendants. Et donc, à nous aussi, dès le départ, de faire en sorte que on est aussi responsable en tant que consommateur. Bon, on a perdu 50 000 auditeurs, là, je vous le dis direct. 50 000, c'est vrai, vous avez repris 01 40 33 9 000 dans un instant pour nous raconter vos expériences de vacances. Il faudrait un étiquetage.
comme tu sais, en ce moment, il lâche pas le morceau. Bah oui, non mais c'est ça que c'est important. Il veut faire 100 000. Non, on a perdu 50 000 en plus là. Mais non, comment? Autant que ça? Bah attendez, on va faire un appel. L'écologie, si ça marchait, ça se saurait. Bon. Non, mais c'est vrai, on pourrait faire un étiquetage pour bon ou pas pour ma planète. Tu vois, une planète de plus en plus grosse ou de plus en plus rouge qui pourrait nous aider, parce que toi, en tant que consommateur, t'es pas obligé de tout connaître. Regarde, moi le premier, j'achète des choses qui sont pas forcément toujours bonnes. Je prends pas toujours forcément le temps de tout regarder. Il faudrait discuter aussi de l'obsolescence programmée, personnellement. Mais nous, on a pas arrêté d'en parler. Bon, les gars, ça vous dérange pas qu'on ait une émission, les gars? Oui, on est en plein info zappé là. International, moi je n'irai avoir. Autre info zappé, Bouriaki. Oui. Tunisie, le candidat à présidentiel anticipé, Nabil Karoui, a été arrêté dans l'après-midi du vendredi 23 août par les forces de l'ordre du côté du gouvernement de Béja. C'est ce que confirme une source judiciaire. La chaîne de télé Nesma TV, détenue par Karoui, dénonce une opération de barbouzerie. Mise à jour, le frère de Karoui serait en fuite vers l'Algérie par voie terrestre selon une source sécuritaire. Il n'a donc pas été arrêté, contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt. El Karoui, qui est donné grand favori dans tous les sondages, ou pratiquement tous, pour la présidentielle en Tunisie, mis en prison. Est-ce que c'est pas inquiétant pour la Tunisie, là, messieurs? Gamal? Je trouve inquiétant une chose, fondamentalement, c'est que les Tunisiens sont des plagieurs. Ils nous veulent tout le concept. Je suis désolé, mais notre premier homme d'affaires en prison, c'est Revrab, et le journal qui lui appartenait a dénoncé la mise en prison. Réellement, ils nous copient et c'est minable. Je croyais qu'ils étaient meilleurs que ça, les Tunisiens. Oh là là, une attaque en règle. Vous n'allez pas régler ça dans le face à face dans un instant. Abina déclare la guerre. Philippe, non, mais en tout cas, c'est pas beau, quoi. Tout non, ça. C'est mauvais. C'est juste ça. Mais c'est extraordinaire. On est quoi, à 3 semaines de l'élection, là? Oui, mais c'est un truc de dingue. Quand est-ce que ça va cesser au Maghreb, ces vols organisés de la démocratie? Mais bordel, ils comprennent pas qu'ils sont en train de faire un pont d'or aux fanatiques, ces gens-là. Ils sont en train de faire un pont d'or aux fanatiques. Ils veulent revivre des années noires comme on a pu connaître en Algérie. Ça suffit, basta. Maintenant, au peuple de descendre dans la rue. S'ils descendent pas dans la rue, ils vont encore manger. J'apprécie une chose. Philippe a utilisé un terme pour lequel je suis vraiment, pour le coup, je te remercie. Il a utilisé le terme de fanatique et non pas d'islamiste. Merci beaucoup. Dernière info zappée, messieurs, qui nous emmène en Algérie avec le concert de Soul King qui a été entaché par la mort de 5 personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, le concert devait se dérouler à l'origine au stade du 5 juillet, le fameux grand stade. Donc, des billets ont été vendus en conséquence. Les organisateurs n'ont pas voulu payer, visiblement, une somme qui correspondait. Et du coup, ça a été déplacé au stade du 20 août, un stade beaucoup moins important. Et donc, vous avez des gens qui se sont retrouvés dehors avec des tickets en poche et qui ne pouvaient pas accéder, rentrer dans le stade. Soul King a quand même chanté. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce d'opération orchestrée, d'ailleurs, qui a été lancée sur les réseaux sociaux en disant que Soul King a chanté malgré qu'il était au courant. Il a démenti totalement avoir été au courant de ce qui s'est passé à l'extérieur de l'enceinte où se déroulait le concert. Quoi qu'il en soit, il a été évidemment adressé un message de condoléances et de sympathie envers les familles des victimes. Et sachez que ça a eu des conséquences, puisque le directeur de Monda, qui était l'organisateur de ce spectacle, a été limogé directement. Le ministre de la Culture a démissionné. En Algérie, on rigole plus maintenant, ça y est. Dès qu'il y a un drame, et on en tire les conséquences. Et ça, c'est quand même une nouveauté, Gaman. Oui, absolument. Le problème, c'est que c'est l'histoire du surbooking. On l'a connu dans beaucoup d'affaires, même dans les billets d'avion, bateaux et autres. Et là, mais là, il y a des morts à la pluie. Oui, il y a des morts à la pluie, bien sûr. Oui, c'est honteux. Il y a des dizaines de blessés. C'est honteux parce qu'en plus, en Algérie, on s'ennuie profondément et que malheureusement, dès qu'il y a un petit événement intéressant, les gens se précipitent. Et quand ils se précipitent pour installer le stade du 5 juillet, qui a une grande capacité de contenance, et qu'on leur met un petit stade à côté, là ils le prennent mal, et je comprends. Et le problème, c'est que la responsabilité engagée, et c'est pas seulement il faut pas le limoger, il faut qu'il soit poursuivi. Elle est quand même responsable de la mort de 5 personnes. Je parle de l'organisateur, je parle des personnes qui s'occupent de la sécurité. Il y a quand même des responsabilités qui sont lourdes là. On parle de vie de mort, on parle pas de rigolade là. C'est intolérable. Vacances, on en parle, messieurs. Vous êtes certainement aussi partis en vacances, mais si vous n'êtes pas partis cet été, mais vous êtes sûrement partis en vacances. On parle de bonnes et mauvaises expériences de retour de vacances. Vous êtes partis en vacances, vous avez eu à rencontrer des scènes un petit peu hors du commun, vous avez des choses à nous raconter, faites-nous partager, que vous soyez partis d'ailleurs au Maroc, où il y a eu quelques problèmes visiblement avec des voitures au retour. Il y a eu aussi des soucis en Algérie, on l'a dit, avec cette affaire Soul King, mais aussi des gens qui sont partis en Algérie cet été, voir un petit peu ce qui se passe concrètement, réellement sur le terrain après le déclenchement de cette révolution. Du mois de février dernier. Vous êtes partis en Tunisie avec ce nom
dont on évoquait il y a quelques instants, l'affaire Karoui et la présidentielle qui se profile à grands pas, ainsi que les législatives. La tension qui monte d'un cran en Tunisie. Vous avez envie de nous faire partager tout cela, vos ressentis. Vous êtes partis totalement ailleurs. Par exemple, moi je suis parti en Espagne et moi j'ai apprécié l'Espagne et je vraiment félicite les Espagnols qui ont un sens de l'accueil, qui ont vraiment ce sens de l'accueil, c'est inné chez eux. On y mange très bien, on est dans des complexes hôteliers vraiment dignes de ce nom, à des prix tout à fait très intéressants, offrant des paysages magnifiques. Et on a aujourd'hui, par exemple, j'étais par exemple sur la Costa Brava. Et les seuls emmerdeurs, les comportements à dénoncer, c'était des Français. Et moi qui vais souvent à l'étranger, c'est quand on va à l'étranger qu'on se rend compte qu'ici, franchement, on se comporte comme des saloperies, quoi. Franchement, je le dis clairement. Hein. On vient à Paris et tout de suite on est confronté à ces comportements, ne serait-ce que sur la route, dans le métro. Vraiment, ces gens qui tirent la gueule. Ouais, ils sont pas contents de rentrer de vacances, hein. Non mais d'accord, mais je veux dire, le Français n'est jamais content, quoi. Je suis parti en Allemagne aussi et j'ai été, alors absolument effaré de voir qu'en Allemagne, vous allez dans les aires de repos, vous savez, sur les autoroutes, hein, et ben vous payez effectivement pour aller aux toilettes, mais vous appuyez sur un petit bouton et il y a un petit truc qui désinfecte la culette des toilettes. C'est super propre, les gars. En France, vous allez dans les aires de repos, c'est dégueulasse. Même non, je suis pas d'accord avec ça. Même c'est gratuit. C'est dégueulasse, Gamal. Non, mais je suis désolé. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais dans les aires de repos, c'est dégueulasse. T'as plus envie de ruiner après. Je suis pas d'accord avec ça. La plus belle cuvette des toilettes qu'on a en France s'appelle Paris. Tout le monde pisse partout, c'est une pissotière à ciel ouvert, c'est une horreur. Les Américains, ils disent de Paris que ce qui les choque en premier, c'est qu'on pisse partout. C'est incroyable, il n'y a pas assez de toilettes publiques et en plus les gens pissent dans la rue, c'est intolérable. Ouais, franchement, ça sent l'urine partout. Enfin, bref. Bien sûr, c'est l'horreur. En tout cas, voilà, voilà, cette expérience espagnole que j'avais déjà faite l'année dernière et l'année d'avant aussi. Franchement, je vais la refaire chaque année. J'aime beaucoup. En plus, franchement, l'Espagne, on y passe de très très bons moments. Et les Français, quand on va à l'étranger, soyons dignes aussi. Quand même, c'est important. Samira, bonjour. Bonjour Christophe, salam alaikum, bonjour tout le monde. Bonjour Samira, vous êtes parti en vacances, vous? Où ça? Alors, oui, je suis partie, mais Christophe, je voudrais parler en fait d'un sujet qui me tient à cœur, c'est au sujet des vacances, mais ça concerne pas la destination, mais le coût du billet d'avion quand il s'agit de l'Algérie. Ça c'est traditionnel ça. Ok. Bon, moi je l'ai pas entendu sur France Maghreb, et comme c'est une radio, je pense, qui est très écoutée, voilà, je me suis dit, il faut vraiment en parler, et il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on arrête de payer jusqu'à 1000 € un billet pour faire 2 heures de vol. C'est du vol, voilà. Pour le coup. Voilà, donc je pense que mes compatriotes seront d'accord avec moi. Il y a des familles qui ont payé jusqu'à 850, voire plus, une place. Bon, je dis pas Air Algérie parce qu'il n'y a pas qu'Air Algérie, mais les autres compagnies font la même chose, hein, avec l'Azur, tout ça. Avec l'Azur, qui a des gros soucis dans ce moment. Hein. Donc, je pense que l'Algérie est riche et il faut maintenant commencer par construire des infrastructures, des vrais aéroports pour accueillir des gens. On arrête d'avoir des choses qui ne ressemblent à rien. Je prends l'exemple de l'aéroport d'Oran que je connais très bien. Alors c'est un aéroport où vous n'avez même pas, enfin les gens qui travaillent là-dedans, et j'aurais été à leur place, je pense que j'aurais bien crié. Ils ont même pas des écrans, même pas vous savez, des haut-parleurs pour informer les voyageurs. Il faut que le chef d'escale passe dans les salles et crie, par exemple, allez, les gens qui veulent aller à Paris, avancez. Non, mais c'est incroyable. Enfin, je veux bien. L'Algérie, c'est un pays riche. Il y a des compétences, il y a des incompétences, en effet, mais aussi il y a des compétences. Et il faut donner le travail aux gens qui sont compétents, qui ont de l'expérience, pour développer le pays, et arrêtons de passer d'un billet à 250 € qui devient 800 €. Je suis d'accord. Boriki, votre réponse, Samira. J'ai une question à te poser et je voudrais que tu me répondes franchement. Oui. Est-ce que tu serais prête, à partir de là, maintenant et pendant 1 an, pour protester contre ce vol en bande organisée de Air Algérie et des compagnies algériennes, et j'invite nos amis d'Afrique, tous à se dire pendant 1 an, on fait ce qu'on appelle une année blanche. Personne n'y va. Mais c'est pas possible, ça fait. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce que quand t'as de la famille, non, oui, voilà, t'as de la famille. D'accord. Bon, alors, allez-y, continuons, allez engraisser. Attends, Philippe, tu peux pas dire ça. T'as de la famille au bled. Mais moi, j'ai de la famille, il y a des gens qui ont des mamans. Voilà, des mamans, des papas qui sont souffrants, tu vas les voir. Non, mais attends. Mais vous les faites venir. Et vous comment ça, tu les fais venir pendant 1 an? C'est très bien qu'ils font un visa. Il faut un visa. Philippe, c'est dur de les faire venir. Mais non. Mais c'est complexe, l'histoire. Air Algérie continue à les plumer.
Il faut poser une vraie question. Oui, Kamal. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est la raison pour laquelle Algérie se comporte comme une compagnie de voyous. Il n'y a pas qu'elle, hein. Ils se sont tous concernés, hein. Non, il y a deux compagnies qui tiennent le marché, c'est un problème d'Algérie. C'est un problème aussi d'infrastructure dans le pays. Vous avez vu les pistes d'atterrissage à Oran? Vous pouvez pas mettre plus de 4-5 avions. À Roissy, c'est toutes les 2 minutes, il y a un vol qui part. Donc, c'est pas une question d'infrastructure, en l'occurrence, c'est une question de vol. Un peu quand même. Je parle de vol dans les deux sens du terme, le vol volé et puis le vol d'avion. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, la question que je me suis posée pendant les années, c'est comment se fait-il qu'un pays comme l'Algérie, qui apparemment est super séduisant en termes touristiques, donc zéro, il n'intéresse personne, on y va juste pour voir la famille, comment se fait-il qu'il continue à saboter le peu de touristes qui vont en Algérie, à savoir le 1,5 million d'Algériens qui y va tous les ans? Comment se fait-il qu'il continue à les saboter en leur dissuadant d'acheter des billets à des prix raisonnables? Je prends un exemple. Une famille de 4 personnes qui doit payer 600 € en moyenne par personne, ça fait 2400 € sans hôtel, sans rien, juste pour aller en Algérie. Aller, retour. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les autorités algériennes continuent à nous mettre des freins pour nous empêcher de revenir chez nous? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que, simplement, ils refusent, dans leur mentalité de communistes, parce qu'ils sont restés bloqués sur le marché, bloqués par une seule compagnie, la compagnie nationale, ils refusent d'ouvrir l'espace et le ciel algérien aux compagnies low cost. Le jour où on aura des low cost en Algérie, c'est pas une question de coût, hein, les Algériens, quand ils vont en Algérie, ça coûte pas plus cher à 200 € qu'à 600 € pour l'avion. C'est le même prix. Sauf qu'ils en profitent en plein régime parce qu'ils savent qu'ils vont continuer à revenir, les Algériens, malheureusement, et qu'ils vont continuer à se faire plumer par un pays qui a décidé de ne pas faire de l'Algérie un pays touristique pour sa propre population. Et pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la diaspora est un problème. Et on n'est pas considéré comme étant l'Algérie un plus, n'est pas seul concerné, hein. Pardon, chercher un billet Paris-Tunis fin juillet, retour fin août, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Non, parce que là, c'est saturé. Ouais. La différence, c'est que la Tunisie, il y a trop de demandes. Non, mais il y a des vols disponibles, mais à des prix absolument hallucinants. Il n'y a pas des vols disponibles. C'est saturé. La Tunisie est saturée, ils font 8 à 10 millions de touristes par an. Moins maintenant avec l'histoire de la Révolution. Mais l'Algérie, on n'est pas saturé, il n'y a que 1,5 million de personnes. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de dissuader les Algériens de revenir. C'est tout, je vois pas d'autre explication. Bon. Le coût du vol, on est quand même producteur de pétrole, le kérosène, ça coûte rien. Il n'y a rien qui justifie qu'un pays qui a plus de 60 avions, une flotte de 60 avions, c'est pas 3 avions, et soit pas capable de faire venir 1,5 million de personnes sur seulement 2 mois. Bon, Général Gatsala, au lieu de foutre des gens en prison, essayez de régler ce problème aussi. Par exemple. 0140. Merci Samira. Boycotter. Mais non, on peut pas boycotter. Mais si vous boycottez, mais vous pouvez. Philippe, tu peux ça pas fait dire violence, ça mais vous le faites. Tu as des gens, tu as de la famille. Imagine, tu as de la famille là-bas au bled, t'as ton père et ta mère qui sont souffrants. Tu vas leur rendre visite, c'est normal. Quand t'as tes vacances, tu vas. Alors les 1,5 million, ils ont 1,5 million de personnes. Mais non, mais t'as des gens qui ont de la famille. Mais tu vas voir, tu vas visiter tes parents, ce qui est classique. Tu sais très bien que c'est très compliqué de les faire venir en France. Non, ce qui est dur, c'est de se dire qu'on n'y va pas pendant 2 ans de suite, quoi. Eh ben, on n'y va pas à 5, on n'y va pas toute la famille, on y va tout seul. Bon. Et on fait un WhatsApp et toute la famille en profite. Et on fait un Messenger, ce que tu veux. Vous boycottez, c'est des voleurs, et ben stop, on arrête de les alimenter. Parce que en plus, ils se gavent, ils font même pas en profiter le peuple. Ça suffit, basta. Allô, bonjour. Allô. Oui, quel est ton prénom? C'est Kamel de Mulhouse. Salut Kamel de Mulhouse. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? Ouais, en fait, j'appelle par rapport au problème qu'il y a dans le port du Maroc des fois. Alors raconte-nous ce qui s'est passé, parce qu'apparemment il y a eu des voitures, beaucoup de voitures de MRE qui ont été bloquées pour le retour. Bon, en fait, moi ça fait 3 ans que j'y suis pas allé, mais Allô? Oui, on t'écoute, vas-y, on t'écoute. Ouais, la dernière fois que j'y suis allé, oui. J'avais eu un souci au niveau de... Parce qu'en fait, j'avais pris l'aller-retour en Espagne. Oui, oui, on t'écoute, vas-y, mon ami. D'accord. En fait, ouais, j'avais pris l'aller-retour en Espagne pour éviter, parce que là-bas, quand on prend le billet retour, niveau prix, ils nous assassinent au niveau du prix. Ils étaient pas trop contents, du coup, ils m'ont fait tout le tour du port, 4 fois le tour du port. Ils m'ont dit, ouais, votre billet, il faut qu'il soit confirmé. Moi, j'ai été énervé. J'ai rappelé la compagnie vers laquelle j'ai acheté le billet. Ils m'ont dit non, votre billet il est en règle, il n'y a pas de souci. Et donc du coup voilà, ça m'a fait le tour 4 fois. Et au bilan des courses, j'ai décollé à 6h du matin, alors que normalement j'étais censé décoller à 19h d'après-midi. C'est un excès de zèle des douaniers, quoi, en fait. Exactement. Puis ils étaient pas contents Et puis le problème, c'est que quand on arrive là-bas, on sent que c'est l'Afrique, on sent que c'est la misère, on sent beaucoup de trucs. Voilà, c'est la misère noire. Et puis bon, il y a des porteurs et tout, ils essayent de tant bien que mal avoir de l'argent pour de quoi faire nourrir leurs enfants soir. Mais on sent qu'il y a la misère de partout, ça devient un climat lourd, très lourd.
Ouais. Merci pour cette expérience. Effectivement, cette année, ça s'est reproduit. Il y a eu quelques problèmes de retour avec les MRE, effectivement, qui ont eu des soucis pour revenir avec leur voiture du Maroc. Comment? Marocain résident étranger. Marocain résident étranger, absolument. Merci Gamal pour la. Mais à quel endroit ça a coincé? Au Maroc ou en Espagne? Maroc. Non, Maroc. Apparemment, il y a eu des excès de zèle, encore une fois, de la part des douaniers. Là aussi, le comportement des douaniers marocains parfois est très discutable. Allez, dans un instant, on y est. Le quiz, le premier de la saison. Il va opposer ce quiz aujourd'hui. La coupe, elle est où? Il faut aller la chercher. Ramenez-moi la coupe. Ramenez la coupe à la maison. Bouriaki a promis de gagner cette année. Elle rentre à Orly cette année. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, le premier combat de cette saison opposera Philippe Bouriaki dans un instant sur France Maghreb 2 à Gamal Abina. Mes questions qui ont toutes en rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 26 août. Soyez bien à l'écoute de France Maghreb 2. C'est la rentrée du Grand Forum. On va filmer tout ça dans un instant sur Christophe le Grand Forum. Elle est là. Magnifique. Elle est là. Et ça se prépare, messieurs dames. Oui, on est en plein quiz du LGF dans un instant, le premier de la saison. On avait mis en place ce petit jeu effectivement en fin de saison dernière et Abdesamitash avait remporté tous les quiz auxquels il avait participé et c'était devenu donc la mascotte. On va voir si cette année il va conserver son titre avec cette coupe qui est là. On va vous retransmettre tout ça sur Christophe le Grand Forum. Si vous voulez voir ça en vidéo sur Facebook, allez-y, branchez-vous. On y va, messieurs dames. On est où les gars? Allez, Olivier, viens. Olivier. Olivier, voilà. La petite coupe, elle est là. Elle est belle, hein? Regardez-moi ça. 2 secondes. Elle est magnifique. Gamal. Elle est top. Hein? Tu la veux pour toi, celle-là? Bien sûr, je la veux pour moi. Je vais la prendre. Non, Philippe. Mais négatif, elle va rentrer à la maison. Celle-là, elle s'appelle Orlysienne, celle-là. Elle est magnifique. Regardez bien. Regardez le t-shirt que je porte aujourd'hui. On m'a donné ça tout à l'heure. Voilà. Vous le voyez? Ouais, très bien. Ça va. France Maghreb 2, les t-shirts. Sympa. Je sais pas qui a fait ça, mais sympa. Allez, bon, pour cette coupe, il faut la mériter. Et il faut bien gagner ce petit match qui va vous opposer maintenant. C'est donc parti. Alors attention, écoutez bien mes questions, parce que c'est vrai qu'on m'a reproché. Attends, 2 secondes. On m'a reproché, non mais je rappelle les règles. On m'a reproché que beaucoup de répondaient avant la fin de la question. Alors je vous demande de bien attendre la fin de la question avant de répondre. D'accord? C'est très important. Comme ça, on pourra pas dire voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. I'm ready. Gamal Abina est à ma droite. Yep. Toujours droite. C'est quoi l'association Droite Cité? Non, c'est le. Non, c'est le mouvement des droits civiques. Mouvement des droits civiques. Ça commence bien. Gamal Abina, Philippe Bouriaki, le vert des plus verts, le futur maire d'Orly. Que Dieu t'entende. Première question. Je rappelle que toutes mes questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 août. Quel droit est accordé aux femmes? Le droit de voter. Par le 19e amendement des États-Unis en 1920. Réponse? Le droit de vote. Le droit de vote. Bonne réponse. J'accorde la voix à Gamal Abina qui a répondu à la fin de la question. Ah ouais, mais non, mais. Ah bah je vais corser un peu les choses. Je vais corser les choses. Ah ouais, mais non, mais j'avais pas entendu cette règle là, c'est quoi ça? Comment ça, tu l'as pas entendu? Je viens de la rappeler. Arrête, commence pas. Premier point pour Abina. Faut attendre la fin des questions. Deuxième question, et attendez bien la fin de ma question. Quel pays du Moyen-Orient accède plutôt à son indépendance en 1936? L'Irak. Non. Ah bon? La Syrie? Non. Moyen-Orient. C'est un grand pays de plus de 80 millions d'habitants. L'Iran. Non. L'Arabie Saoudite. Non. La Jordanie. 80 millions d'habitants. 80 millions. Non, c'est pas le Pakistan. Non. C'est Moyen-Orient. à côté de la Tunisie. L'Égypte. L'Égypte. Voilà. Bonne réponse. Voilà. Un partout. Attends. L'Égypte, c'est au Moyen-Orient? Non, c'est considéré comme Moyen-Orient. Ouais, ah ouais, mais quand même, hein. Quand même. C'est qui fait comme Moyen-Orient. Non, mais déconne pas, c'est au Moyen-Orient. Si dit Afrique, j'aurais dit Égypte, mais bon. Ouais. Commencez pas à déconner là. Un partout. Un partout. Qui devient Premier ministre en France en 1967? Il y restera d'ailleurs jusqu'en 81. Premier ministre? Oui. En 1976, un 26 août. Jacques Chirac? Pas du tout. Raymond Barre. Raymond Barre. Ah ouais. Bonne réponse. 80. Raymond Barre. C'était sous la présidence de Pompidou. Non, Giscard. Ils se ressemblent. Non, mais ils se ressemblaient les deux quand même. Ah, les deux, c'est qui ont créé le déficit de la France. Pour Abina. Je cherche à présent une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, née le 26 août 1910. Mère Teresa. Mère Teresa. Dur. Alors Philippe Bouriaki a crié fort, mais Abina l'a dit en même temps. Non, pas du tout. Lui, il a dit Teresa, mais j'ai dit Mère Teresa. Et elle fut prix Nobel de la paix en quelle année elle a été prix Nobel de la paix? Celui qui me donne la bonne réponse. En 84. Non. 81, je crois. Non. 87. Non, moins. 83. En 78. 76. Non, un petit peu plus. 77.
79. Yes. Allez, le point c'est pour Abina. Waouh là là, mais comment ça 3-1. Comment ça change les règles en coup de jeu, mais c'est un truc de Tu fais de la dingue. politique ou pas? Pour Abina. On change les règles quand ça nous arrange. Ils aiment pas les Algériens. Cinquième question. Bah arrête, c'est un Algérien, Abina. Quelle personnalité met fin à sa carrière politique le 26 août 1996? Jospin? Non, c'est pas Jospin. 96. Alors c'est vrai que ça, il est passé par, il a été ministre de la ville. Tapie? Bernard Ah, Tapie. bien joué. Bonne réponse, Philippe Bourriqui. 3-2. Attention, C'est chaud. tout reste à faire. Ah ouais. Ah oui, 3-2. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui sera d'ailleurs promulgué le 9 octobre 81. De quoi s'agit-il? Attends, j'ai pas compris. L'abolition de la peine de mort. est une bonne réponse. Attends. Tu peux répéter la question, mais c'est un Non, je truc ne de dingue. répète pas la question. Non, tu n'as même pas dit que c'était en 81. Non. Tu as dit le Conseil des ministres a adopté une loi qui sera A promulguée. approuvé Mais à un quelle projet date de loi qui sera promulgué le 9 octobre 81. Non. Comment ça, non, Répète la question depuis le début, s'il te plaît. Je répète la question. Le Voilà. Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui sera promulgué le 9 octobre 81. Ouais, mais- De quoi s'agit-il? D'accord, fallait dire L'abolition de la peine de mort. 81, Abina a le répondu Conseil des 4-1. ministres. Stop. Ah, tu veux le contraire? Ah non, 81, c'est toi qui as 4. Bah oui. Mais non, t'as pas 4. Il a 4. Qu'est-ce qui a été émis? Taisez-vous. Qu'est-ce qui a été émis pour la première fois le 26 août 1848? Qu'est-ce qui était quoi? Émis. Émis? Oui. C'est un projet de loi. C'est une. Non, c'est pas un projet de loi du tout. Qu'est-ce qui a été 26 juin. émis? Oui, qu'est-ce qui a été émis pour la première fois? Alors d'ailleurs, on y 48 voyait juillet, là. une tête de femme avec avec une couronne d'épis je vois la- de blé. Oui, je vois très bien. C'est la. Ah, le franc? Deux feuilles. Non, pas du tout. Non, c'est Les pièces? la Marianne. Non, non. La Marianne. République de la. Non, de non, la- voilà, voilà. Le timbre. Le timbre. Ah, le est une timbre. bonne réponse. Mais malheureusement, cela ne suffira pas pour Philippe Bourriqui, Pourquoi Attends, à il y a qui je combien remets la coupe aujourd'hui. Mais non, attends. Le score, vous pouvez me donner le score? 4 à Ça 3. n'existe pas. Il m'a pris un point pour le donner à Gamal. Non. Il pose une question, il donne pas la date, il dit bon, Bourriqui. Donc, je réponds au début, aujourd'hui, non, faut attendre la fin de la Abina, question. Enfin, qui gagne le premier quiz disons de la que saison. tous les éléments étaient là pour que je Oui, perde. voilà. Ouais, tu vois. Bon, elle est belle la coupe, hein, Abina. Elle est belle. Tu la laisses là, on la remet en jeu, évidemment, cette semaine. Attends, alors comment ça marche? À chaque fois que quelqu'un gagne, il a combien de points, machin, etc. Eh ben, on va Parce que tu comptabiliser, calcules mon gars, on va comptabiliser. Pour l'instant, le détenteur de la coupe, c'est Abina. En gros, La à prochaine chaque fois fois qu'il qu'il sera perd, opposé, Non, mais soit il va la d'accord. conserver, Mais- soit il va la mais remettre à est-ce que quelqu'un quand tu d'autre. gagnes, t'as 3 points ou c'est Bon. le nombre de points? Non, après, On a une scène. D'accord. Oui. Commencez 4-3. pas à foutre le bordel dans cette donc émission, j'ai 3 Bourriqui, points. s'il vous D'accord. plaît. Bon, allez, il nous reste quelques minutes. Tiens, on va improviser un petit face-à-face. Vous avez entendu Bourriqui et Abina qui se sont exprimés notamment sur le sujet du jour, l'affaire Ramadan, sur le zapping où ils ont commenté. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes énervé, vous avez été contrarié parce que Abina ou Bourriqui a dit dans cette émission. C'est le moment d'appeler, de décrocher votre téléphone 01 40 33 9000 si vous avez envie de les mettre face à la contradiction de ce que vous avez entendu qui a pu éventuellement me choquer. France Maghreb 2, plus que jamais, la liberté d'expression est en son maximum. Pour nous appeler 01 40 33 9000 si vous avez été contrarié ou pas d'ailleurs par des propos tenus par Philippe Bourriqui ou par Gamal Abina. C'est le moment, il nous reste à peine une minute pour nous appeler. Quelques chroniqueurs qui feront leur retour cette semaine, notamment Maïssa Leroy, Audrey Pronosti, Abdeslamitash qui sera là mercredi notamment, et voilà, donc Farid Tabsamani qui revient de Grèce là, il est tout bronzé lui, hein. Tout bronzé les gars, franchement beau gosse, hein. Bon, en tout cas c'était bien cette première les gars. Ouais, sympa. Ouais. Qui Il est parti. Il est parti. Non, mais il se barre, vas-y, barre-toi, je t'en prie. Parce qu'il pleure. Alors, peut-être quelqu'un qui a des choses à dire, soit à Gamal, soit à Philippe, je ne sais pas, le bonjour. Oui, je voudrais parler à Gamal Abina. À qui? À Gamal Abina. À Gamal Abina. Qu'est-ce qu'il a, Gamal Abina? On vous écoute. Ouais, Gamal Abina, est-ce que vous n'avez pas honte d'y voler la victoire? Bourriqui, c'est méchant ce que tu fais. C'est pas beau. Bourriqui est parti avec son téléphone pour s'attaquer à Gamal Abina. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Bourriqui. C'est un artiste. C'est un artiste, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Bon, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cette première victoire. Je le rappelle donc de Gamal Abina que vous pouvez revoir en vidéo. La tête décomposée de Bourriqui, quand même, ça vaut le coup. Rien que pour ça, Christophe Le Grand Forum, allez-y. France Maghreb 2, on est de retour demain pour le LGF comme chaque
chaque jour à partir de 16h évidemment. Dans un instant, l'excellent Medjed qui a rien lâché de tout cet été. Il a été là, lui, opérationnel. Opérationnel. N'est-ce pas Medjed? Comment ça va mon Medjed? Ça va très bien et toi Christophe? Oui, alors il paraît que Gamal m'a sorti des dossiers sur toi. Qu'est-ce qui se passe avec des auditeurs? Mais non, pas du tout. Mais Gamal insinue que j'ai d'autres penchants. Mais non, pas du tout. Non. Ça veut dire que je te côtoie depuis des années au quotidien et que je m'ignorais. Non, mais il a tout à fait tort. Gamal, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Medjed? Tu vas peut-être prêt? Moi j'ai vu un mec qui dit t'es un amour Mohamed. Mais non, mais c'était juste par gentillesse, c'est pas. Non, mais Medjed est gentil, vous savez très bien. Merci Medjed. Dans un instant, qu'est-ce qui va se passer rapidement, Medjed, avec toi dans un instant? MacBook Air à gagner pour la PlayStation 4 Pro qui va tomber tout à l'heure, j'espère. En tout cas, avec le jeu d'ici pas bien spécialité parce qu'on est encore en vacances, on est bien. Et puis sinon. T'as perdu. On est bien. Voilà. Allez, hop. Dans un instant, Medjed pour la roublage de l'été, toujours en été évidemment jusqu'à 20h sur France Maghreb 2. Salut à toi Medjed, à demain en ce qui nous concerne. Bonne rentrée, bon courage. Je sais qu'il y en a qui font la grimace. Oui, on reprend le chemin du travail, c'est dur. Les vacances, c'était encore hier et aujourd'hui il faut reprendre le chemin du travail. Bonne soirée à demain, si vous le voulez bien. Medjed dans un instant débarque sur France Maghreb 2. C'est le retour de l'info tout de suite sur France Maghreb 2. Excellente soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir. La fin du G7 à Biarritz avec une conférence de presse commune entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le président américain a qualifié le sommet d'excellent et il a jugé réaliste une rencontre dans les semaines qui viennent avec le président iranien. Emmanuel Macron, lui, a indiqué que les dirigeants du G7 s'étaient mis d'accord pour changer les règles du commerce international. Auparavant, le chef de l'État avait qualifié d'extraordinairement irrespectueux les commentaires de Jair Bolsonaro à propos de sa femme. Et il avait ajouté que les Brésiliens devaient avoir honte de leur président. Quelques minutes plus tard, Jair Bolsonaro l'accusait à nouveau de colonialisme avec, dit-il, ses attaques déplacées contre l'Amazonie. Le procès d'Harvey Weinstein repoussé au mois de janvier. Il aurait dû s'ouvrir le 9 septembre, mais le producteur doit faire face à une nouvelle accusation qui lui a été notifiée aujourd'hui. Déjà poursuivi pour viol et agression sexuelle, il risque la prison à perpétuité. Depuis le mois de janvier, 2 fois plus de migrants ont tenté de traverser la Manche qu'en 2018. Bilan de la préfecture maritime, 1451 personnes ont été secourues par les autorités françaises ou britanniques, ce qui correspond à 156 tentatives depuis le 1er janvier. Les habitants d'une tour HLM relogée dans le Pas-de-Calais, le maire de la ville d'Avion a pris cet arrêté en raison d'actes de vandalisme à répétition et d'incendies volontaires qui menacent la sécurité des personnes. En attendant l'évacuation, le bailleur s'est engagé à assurer un gardiennage permanent. Enfin, reconduction de la circulation différenciée demain à Paris et en Petite Couronne. Les taux d'ozone restent très élevés. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 pourront circuler de 5h30 à minuit. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.